Commence aujourd'hui, même petit, investis régulièrement, soit sur des horizons longs. Et si tu gardes le cap, que tu as le bon comportement, t'as pas besoin d'être expert et tu arriveras à avoir un bon patrimoine après. Les gens qui ont moins de 10 000 € à placer, j'estime qu'ils sont délaissés. La banque les considère pas. C'est pour ça que j'ai créé une boîte qui s'appelle Mon Petit Placement. C'est pas complètement anodin, tu vois. C'est de dire, même si tu as un petit placement, justement, on va faire une boîte focus parce que je pense que ça a vraiment du sens et que procrastiner ou attendre 10 ans d'avoir une bonne situation, d'avoir eu un héritage, d'avoir une vente IMO, c'est un manque à gagner énorme. Et je pense que c'est pas forcément une question de connaissance, de compétences, mais plus une question de niveau de conscience quant à l'importance que ça a et l'impact que ça peut avoir. Nous, on a la conviction qu'on saura former les gens. Les banques n'ont pas vraiment fait le travail d'accompagner les Français dans cet investissement. Et donc, ils ont tout un tas de raisons pour ne pas faire, mais c'est pas inéluctable. On va changer ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler finance, on va parler investissement. Vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et surtout à partager cette vidéo parce que vous allez le voir, ça va être un épisode exceptionnel. Thomas, comment tu vas ? Eh bien, écoute, très bien. Merci, Alec, pour l'invitation, en tout cas. Merci d'être ici avec nous. Je vais rapidement te présenter, comme à chaque fois. J'ai plein de questions à te poser. Tu es donc Thomas Perret, fondateur et PDG de Mon Petit Placement, une fintech démocratisant l'investissement pour les particuliers, que tu as démarré en 2017, que tu as lancé en réalité en 2020. 3 ans de préparation, on va évoquer énormément de choses dans ton parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est un beau succès, plus de 25 000 clients à ce jour, dont 2 700 actionnaires particuliers, 200 millions d'euros d'actifs sous gestion, une équipe de plus de 50 collaborateurs basés à Lyon. Il y a énormément de choses à raconter sur ce parcours et j'imagine aussi les projections de la suite de cette entreprise. Et j'ai envie de rentrer d'abord dans le vif du sujet sur l'homme, sur la personne que j'ai en face de moi, avec pas mal de questions sur tes débuts. Mais avant ça, comment on en vient à vouloir démocratiser l'investissement à grande échelle en France qui plus est ? Alors, il y a plusieurs axes qui font qu'on se dit c'est ça un peu ma destinée, tu vois. Déjà, il y a un angle perso, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où mon père était directeur financier d'une banque et mon grand-père mes 2 grands-pères étaient aussi banquiers, tu vois. Donc, j'avais cette graine un peu dès mon plus jeune âge où j'ai été très vite acculturé un peu à ce sujet de l'investissement, le boursicotage, voilà, tous ces sujets-là. Le deuxième élément, c'est plutôt lié à ma première expérience professionnelle. En gros, on reviendra seulement sur mon parcours académique, mais j'ai commencé, ma première expérience, c'est en banque d'investissement, dans une banque qui s'appelait Natixis. J'ai commencé à New York. Et en fait, là, dans mon équipe, ce qu'on faisait, c'est qu'on conseillait des fonds de pension, donc des investisseurs professionnels, institutionnels. Et notre positionnement, c'était de dire, tu sais, le système de retraite, là-bas, c'est l'entreprise qui met de l'argent dans un fonds, et elle doit estimer combien mettre dans ce fonds. Et dans 30 ans, quand les gens partent à la retraite, c'est ce fonds qui permet de payer les retraites. Et nous, on était là, chez Natixis, pour faire les estimations en disant, OK, il y a 1000 salariés, ils ont tant de moyenne d'âge, donc ça va nous coûter à peu près 100 millions de retraites. Et notre client nous donnait à peu près 80 millions. Et donc, nous, on allait faire en sorte de travailler ces 80 millions pour qu'ils deviennent 100 dans 30 ans et que ça puisse payer les retraites. Et donc, tu vois, j'ai eu cette expérience un peu pro en me disant, OK, je sais conseiller, accompagner des investisseurs professionnels. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient accès à des produits, à un niveau de conseil auquel les particuliers, que je connaissais bien par mon expérience plutôt perso, tu vois, de l'investissement, n'ont pas accès en France. Et donc, j'ai mixé cette petite expérience pro et cette connaissance un peu de culture via mon parcours en plus perso, en disant, OK, il y a un truc à faire en France parce que, et ça c'est le troisième élément, dans mes proches, quand j'avais, tu vois, sorti d'école, 25 ans, je sentais qu'autour de la notion de l'investissement, mais encore maintenant, tu vois, ça attire une curiosité et à la fois c'est un peu opaque, exactement, et nébuleux. Et donc je me dis, il y a un intérêt, tout le monde parle de la bourse, l'investissement, placer son argent, mais personne ne sait réellement comment le faire. Et j'ai un peu de connaissances, que ce soit pour mon parcours perso, pour mon parcours pro. Et donc je vais essayer de rendre accessible cette expertise que j'avais, que ce soit en termes de produits ou en termes de conseils et d'accompagnement, à des personnes qui sont un peu délaissées. Tu vois, aujourd'hui, il y a la majorité des Français qui, en fait, laissent son épargne sur son compte courant ou sur un livret A, ce qui fait une opportunité de marché énorme, quoi. Ouais, complètement. Voilà un peu, tu vois. La raison pour laquelle la plupart des Français, notamment, laissent cet argent sur des livrets A, etc., c'est dû au fait... À quoi c'est dû selon toi ? Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque de niveau de conscience et d'éveil sur l'investissement et l'importance qu'est l'investissement ? Est-ce que c'est de la peur, de l'incompréhension ? Et c'est un mix de tout ça ? C'est vraiment un mix. Il y a une ribambelle de raisons. Alors,
faudrait qu'on les classifie, mais Ouais. déjà, d'un point de vue pédagogie, malgré tout ce qu'on peut entendre, on n'est pas si loin par rapport aux anglo-saxons. Tu vois. En revanche, d'un point de vue culturel, la relation à l'investissement, notamment dans les actions, on est très très en retard, notamment par rapport aux Anglais ou par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. C'est en partie expliqué, moi, pour avoir commencé ma carrière aux États-Unis, je l'ai vu, pour préparer ta retraite, tu dois investir. Donc tu rentres, tu prends ton premier emploi, tu n'as pas le choix que de commencer à investir, ce que tu n'as pas à faire en France. Donc il y a moins la culture d'investissement, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que il y a en France, et c'est un peu une spécificité, des produits sans risque qui rapportent un peu d'argent. Je pense notamment au livret A qui en ce moment rapporte 3% sans risque, sans frais, sans fiscalité. Tu as aussi le fonds en euros qui est dans l'assurance vie qui rapporte entre 3 et 4% sans risque. Donc on a aussi habitué les Français à pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, à savoir pouvoir placer son argent, la faire fructifier sans prendre de risque. Et du coup, effectivement, ça ne les pousse pas à se dire OK, il faut que je me lance dans l'investissement, il faut que je découvre cet univers. Je pense que ça, c'est un des deuxièmes éléments qui est assez important. Et le troisième, qui est un petit peu en train de changer, qui est que je pense que les institutions traditionnelles, les banques, pour ne pas les nommer, n'ont pas vraiment fait le travail d'accompagner les Français dans cet investissement. Tu vois, je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Est-ce que parce qu'ils ont un conflit d'intérêts, ils ont intérêt à ce que l'argent reste chez eux sur le livret, mais en tout cas, pour moi, ils n'ont pas fait le job. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 80% des Français sur le carreau, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Donc ça, c'est les explications un peu de mon point de vue. Si tu te mets d'un point de vue des Français, ils te donneront des raisons différentes. Ils te diront j'ai pas le temps, j'y connais rien, j'ai peur, C'est risqué, il y a des frais que je vois pas. Et donc ils ont tout un tas de raisons pour ne pas faire. Mais moi je pense qu'il y a des raisons plus structurelles qui font qu'on en arrive à ce comportement des Français. Mais c'est pas inéluctable. Hein. Ouais. On va changer ça. Et tu veux justement t'ancrer dans le fait de changer ça avec ce que vous mettez en place? Ouais, avec la lucidité que j'ai, qui est que je ne veux pas révolutionner, tu vois, le monde des banques, mais je pense que la notion d'accessibilité, que ce soit par l'usage, pouvoir investir simplement, que ce soit par l'accompagnement, que ce soit par utiliser des termes simples, est vraiment une bataille que je mène depuis maintenant 7 ans. Et j'espère que ça va faire changer les choses. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à faire ça. Il y a plusieurs acteurs et je me dis que à nous tous, on va pouvoir commencer à rendre cet univers de l'investissement et de la finance plus accessible à tous. Complètement. On va y revenir, mais j'ai envie de revenir sur tes débuts, sur ton parcours. Tu évoquais tout à l'heure ton papa et ton grand-père issus du monde de la banque. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris tout jeune sur l'argent? Ce que ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, qu'on pouvait bénéficier de l'expertise, de l'innovation, de la croissance d'autres entreprises sans nous. Juste si je mets 1 000 euros, n'importe quoi, chez Michelin, en fait, je vais bénéficier de toute l'innovation et de toute la croissance de Michelin, alors que je n'ai pas forcément les compétences et le savoir. Donc, très vite, ça m'a mis cette graine dans la tête qui est que investir en bourse, investir sur les marchés financiers, c'est en fait un très bon moyen de bénéficier de l'intelligence humaine. Ça, c'est le premier truc qui peut être un peu conceptuel, mais qui en fait est très important, parce qu'aujourd'hui, investir en bourse, plus qu'être vu comme le casino comme à Paris, en fait, il faut que ça soit vu comme c'est un moyen de toi aussi profiter, de capter de l'innovation et de l'intelligence et de la croissance humaine. Donc ça, c'est le premier élément que ça m'a donné. Le deuxième, c'est que ça m'a très vite responsabilisé. En disant, en fait, moi j'avais un petit peu d'argent, mais j'avais surtout des comptes un peu virtuels. Tu vois. Ça m'a permis d'essayer de voir, d'essayer de comprendre, poser des questions, faire des erreurs. Je me souviens que la première action que j'ai achetée, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une boîte qui faisait des raviolis. Tu vois. Donc tu étais sur du ultra, ça s'appelait Sabéton. C'était sur du ultra concret. Ouais. Et ça permettait de commencer à appréhender cette notion de quand j'investis, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, donc cette notion de être autonome, être autonome et faire tes propres erreurs a vraiment été ce que m'a inculqué le fait de venir de cet univers. Tu vois. Donc je viens de ça de côté de mon père, et en fait côté ma mère, c'est assez différent, parce que c'est pas du tout des financiers, mais c'est une famille d'entrepreneurs.
dans la soirée lyonnaise, tu vois. Et je pense, alors c'est plus facile de compter 10 ans plus tard, tu vois, d'analyser un petit peu, mais ce que je me dis, c'est que par mon expérience, par ce que m'a inculqué mon père, je savais qu'il y avait un peu une asymétrie entre les Français et les quelques pourcents qui étaient initiés. Et par la graine de ma mère, j'ai un peu cette envie de l'action par une famille d'entrepreneurs, tu vois. Et je pense que intuitivement, j'ai dû réunir les deux en disant, OK, je sens qu'il y a une injustice, ou en tout cas qu'il y a un truc à faire autour de l'investissement, parce que j'ai un savoir. Et de l'autre, je suis quelqu'un qui, quand je vois qu'il y a une opportunité, je vais être dans l'action, tu vois. Donc je pense que La liaison des deux si je mondes. devais analyser mon histoire perso, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Même si, quand tu as 22, 23 ans, tu l'analyses pas du tout comme ça, tu vois. Mais voilà, quand je regarde derrière, je pense que c'est de là d'où je viens, quoi. Complètement. Et tu parles justement de ta maman. Il y avait une forte influence entrepreneuriale du côté de ta maman. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui, à un moment donné, te donne le déclic de vouloir entreprendre? Parce que c'est pas anodin d'entreprendre. Alors, je sais pas si j'ai un déclic, mais en tout cas, j'ai quelque chose dans mon inconscient où en fait mes oncles, en tout cas mes grands-oncles, avaient, tu vois, il y en a un qui a fait le nez du Concorde, il y en a un qui a fait la robe de la reine d'Angleterre pour son mariage, et donc avoir eu toutes ces histoires à raconter au fur et à mesure de mon enfance, je pense qu'effectivement un jour, elles sont ancrées, tu as un déclic en te disant, OK, en fait, pourquoi pas moi, tu vois. Et je pense que ce déclic, je l'ai eu au moment où un de mes cousins, qui vient de la famille du côté de ma mère, a lancé un projet entrepreneurial et m'a demandé de l'accompagner, qui était un peu ma première marche de l'entrepreneuriat. Tu vois, c'était une application qui faisait un mix entre Tinder et Le Bon Coin. En gros, c'est tu prends en photo, je sais pas, un truc que tu veux, que tu es prêt à échanger. Donc c'est sur du troc d'objets. Tes chaussures, une tasse, peu importe, et tu allais avoir d'autres objets qui apparaissent. Et si tu es intéressé pour échanger tes chaussures contre, par exemple, mon casque audio, eh ben, tu swipes, et si ça match, on peut échanger un message pour se retrouver, pour faire l'échange. Tu vois. Donc, tout ça pour revenir au déclic, tu vois, il y a ce jour où tu te dis, OK, on m'a mis 2, 3, 4, 5 belles histoires d'entrepreneuriat pas si éloignées de toi. Le jour, tu te dis, pourquoi pas moi? Et donc, moi c'était, tu vois, il m'a demandé de rejoindre l'aventure. J'étais en première année d'école d'ingénieur, donc je devais avoir 21, 22 ans. Voilà. OK. Donc c'est à ce moment-là que tu te dis, je peux me mettre le pied à l'étrier et tu découvres le monde entrepreneurial. Exactement. Cette aventure folle. Ouais. Un autre point, c'est que l'argent, c'est assez tabou en France. De par le fait que tu as grandi dans cette famille avec le côté bancaire du côté de ton papa, ton grand-père, l'entrepreneuriat du côté de ta mère, est-ce que l'argent était un sujet tabou pour toi quand tu étais plus jeune ou pas? Non, c'était pas un sujet tabou, mais c'était pas non plus un sujet principal de conversation. Tu vois, et moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit de moins en moins tabou. Ouais. Mais je peux pas dire qu'avant, ça ne l'était pas encore un petit peu, tu vois. Donc, et au fur et à mesure que ma carrière évolue, j'essaie au sein de ma famille de faire que ce soit de moins en moins tabou. Mais comme une grande majorité des Français, je pense, c'était un sujet, tu vois, pas abordé très régulièrement. En tout cas, abordé sous l'angle parfois de l'investissement, du boursicotage, mais pas beaucoup plus que ça. Pourquoi c'est un sujet qui est tabou en France pour toi, selon toi? Putain, alors ça, c'est presque une question philosophique, tu vois. Non, je pense que il y a la peur d'être jugé, tu vois. Quand tu parles trop d'argent, quand tu es trop drivé par ça. Et je pense que, étant donné que c'est un peu moins valorisé, l'argent, ou en tout cas le succès, qu'il soit financier ou entrepreneurial, que ça peut l'être, par exemple, dans les pays comme les États-Unis, je sais pas, les gens aiment bien un peu vivre cachés, ne pas trop parler de ces sujets. Mais je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi c'est si tabou. Tu vois. Mais je pense que grâce à pas mal de podcasts, d'initiatives comme la tienne, tu vois, ça le devient de moins en moins. Mais ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet. Complètement. Justement, l'un des sujets, c'est que on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a peu de gens qui osent passer à l'action, qui osent investir, etc. Selon toi, quel serait le premier blocage ou mythe à casser dans l'esprit des gens pour leur faire prendre conscience à quel point
c'est important. On parle par exemple parfois d'effets cumulés. Ouais. Ça permet très concrètement justement de voir ce que tu peux derrière aller chercher si juste tu fais ce premier petit pas. Je pense que un élément très important, c'est que nous, les retours que j'ai régulièrement, c'est non, mais j'ai pas beaucoup à placer, tu vois, j'ai pas 10 000 euros à mettre, donc c'est pas encore pour moi. Donc en fait, les gens ne se sentent pas concernés en dessous d'un certain niveau, alors que moi, j'ai un exemple que je donne très souvent, tu vois, qui est que si tu commences en mettant 50 euros par mois, ce qui est accessible par une partie, en tout cas, des Français, notamment à la naissance de ton enfant, pour prendre un exemple, lorsqu'il aura 20 ans, il aura à peu près 25 000 euros, à coût de 50 euros par mois, avec effectivement cet effet un petit peu boule de neige. Tu vois. Donc, cet exemple, je l'aime bien parce qu'il montre que avec des petites sommes, en fait, tu peux vraiment réussir à accumuler quelque chose qui est, soit pour qu'il fasse un voyage, financer ses études, son premier apport, qui est vraiment, peut-être pas game changer, mais en tout cas non négligeable. Donc, ça, c'est un des éléments qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros patrimoine, d'être expert pour se lancer. Au contraire, ce qui est important, tu le vois dans mon exemple, c'est l'effet temps. Et donc, commencer le plus tôt possible, même très petit, tu pourrais même faire le même exemple avec 30 euros par mois, ça peut vraiment avoir un impact très important sur ta future. Donc voilà, c'est un des trucs pour lesquels je milite. Et je pense que c'est une des perceptions qu'il faut vraiment casser. Ça, donc sur le montant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une boîte qui s'appelle Mon Petit Placement. C'est pas complètement anodin, tu vois. C'est de dire, même si tu as un petit placement, en tout cas pour toi, eh ben, justement, on va faire une boîte focus pour les petits placeurs, pour les petits placements, parce que je pense que ça a vraiment du sens et que procrastiner ou attendre 10 ans d'avoir une bonne situation, d'avoir eu un héritage, d'avoir une vente IMO, c'est un manque à gagner énorme. Oui, complètement. Comme on le dit souvent, hein, le meilleur moment, c'est Ouais. aujourd'hui. Le deuxième meilleur moment, c'était hier. Donc c'est vraiment important, je pense, pour la plupart des gens de prendre conscience de ce point-là et de passer à l'action. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette peur et cette crainte qui est liée au fait que c'est un peu nébuleux, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière et autres. Toi, typiquement, ce matin, je me suis baladé notamment sur le site, mon petit placement. J'ai regardé un petit peu et il y a un sujet que j'aimais beaucoup, c'était la possibilité de pouvoir projeter et donc de voir concrètement ce que ça pouvait donner. Typiquement, avec cet exemple, tu mets 50 euros tous les mois et à la fin, tu as 25 000. Et il y avait 3 types de catégories de stratégies. Je n'ai plus exactement les termes, mais on va dire il y avait la petite, la moyenne et la grande. Exactement. Et puis, tu en avais une qui était un petit peu plus pushy, intense. Et ce qui m'a intéressé, c'était surtout la petite, parce que c'était marqué garantie. Comment on fait pour pouvoir, à si haute échelle, garantir un retour sur investissement? Alors, en l'occurrence, ce n'est pas non plus des 20-30% de retour sur investissement, c'est quelque chose de très rationnel et réel par rapport à la réalité d'un marché. Mais comment on fait pour garantir un retour sur investissement? Alors là, si on est précis sur cet exemple, le petit, on garantit le capital. D'accord. Et pas le rendement. D'accord. Le rendement oscille entre 3 et 4, mais on n'est pas en mesure de garantir ça. Donc ça, c'est un des exemples que je donnais tout à l'heure où on a mal habitué les Français. Ouais. C'est un produit qui s'appelle le fonds en euros, qui est un produit assez classique que tu retrouves notamment dans les assurances-vie en France, où en fait, c'est la compagnie d'assurance qui est derrière, qui va, elle, garantir le capital et essayer d'offrir un rendement qui oscille en fonction un peu de l'inflation, mais je te dis entre 3 et 4%. Et effectivement, c'est un bon exemple que tu mets là parce que nous, au début, on n'avait que les produits moyens et grands. D'accord. Que des produits un peu dynamiques en disant pour que c'est vraiment un impact pour les Français, il faut les aider à franchir le pas, même s'ils investissent de l'argent, donc tu vois, ils n'ont pas besoin pour vivre, mais au moins ça leur permet d'acheter plus de performances. Et on s'est rendu compte qu'il y a une peur de perdre son argent qui est vraiment, et je pense, comme tu le disais, parce que c'est un peu opaque, tout n'est pas très clair, tu ne sais pas trop où va ton argent. Et donc, il y a cette peur de dire, mais si je mets 10 000, qu'est-ce que ça va devenir voilà. Et donc, effectivement, on est allé vers un produit qu'on appelait petit, qui permet de dire, au moins, lui, tu es sûr de ne jamais perdre
ce que tu as investi, et tu feras 3-4% par an. Ce qui a du sens pour plusieurs cas de figure, soit parce que tu as une grosse somme et tu as eu un héritage, tu as un apport IMO, tu sais que tu vas faire un achat en osant, donc tu veux le sécuriser tout en faisant un petit peu fructifier. Soit, nous, la deuxième porte d'entrée, c'est des gens qui sont un petit peu frileux et on leur dit, commencez par mettre sur petit et nous, on va vous accompagner dans 6, 10, 12 mois à commencer à déplacer 10, 15, 20% vers du moyen ou du grand, tu vois. Mais c'est un moyen de mettre un pied à l'étrier et déjà de plus tout laisser sur un compte courant ou sur un livret A. Voilà, donc tu vois, ça a presque un angle pédagogique, quoi. Très clair, très clair. Pour en revenir à ta carrière, tu évoquais le fait que tu as travaillé à New York pendant environ une année, c'est ça, Ouais. chez Natixis. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les stratégies qu'utilisaient les grands groupes pour justement faire fructifier leur argent? Le premier apprentissage, c'est qu'en fait, tu vois, eux, ils mettaient des seuils en disant ça, c'est des produits, il faut plus de 1 million. Et en creusant bien ce sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rationnel financier économique à ce que certains produits soient accessibles à des mecs qui ont 10 millions à placer, souvent des fonds institutionnels, et que ces mêmes produits ne puissent pas être accessibles dès 300 € à un particulier. Tu vois. Seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'effectivement, quand tu as quelqu'un qui met 10 millions, toi, la banque, vu que tu prends un petit pourcentage de frais, tu seras plus rémunéré que sur quelqu'un qui met 300 €, et il va t'en falloir des particuliers à 300 € pour faire l'équivalent d'un gros client. Tu vois. Mais donc, mon gros apprentissage, c'est de me dire, modulo cette explication qui est purement économique, il n'y a pas de mécanismes réservés ou qui sont vraiment accessibles qu'à des mecs qui ont 10 millions et pas à des petits. Tu vois. Donc ça a été un des gros apprentissages. C'est ce qui fait qu'en rentrant de New York, je me dis, vas-y, en fait, je vais prendre vos produits et je vais les rendre accessibles dès 300 €. Et sinon, le deuxième gros apprentissage, il n'est pas tellement dans la construction des produits, il est plutôt dans l'état d'esprit. Tu vois, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était ma première expérience professionnelle. J'avais 24 ans. Et en fait, je m'entendais bien avec mon boss là-bas. J'étais assez impliqué. Et donc, assez vite, je suis monté dans les échelons. On travaillait avec Sanofi, tu vois. J'étais en direct avec le directeur financier US de Sanofi. Donc, ils m'ont transmis cette culture de, en fait, si t'y vas, t'as la tête bien faite, t'es impliqué, tu travailles, tu peux monter vite. Tu vois. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui... ça a créé une brèche chez moi. Et quand je suis rentré, parce qu'en fait, après, je suis rentré en France pour travailler chez Natixis une deuxième année, mais depuis Paris, où là, j'avais 25 ans, j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, donc tu avais vraiment étiqueté, il va faire des PowerPoint. Comme j'avais eu cette brèche un petit peu de la culture américaine qui est que si tu vas vite, il n'y a pas de question d'âge, tu vas pouvoir être très vite sur des fonctions intellectuellement super intéressantes. Le retour en France, où je faisais presque le même métier, mais étiqueté, il va te falloir 10 ans pour retrouver le même épanouissement intellectuel, a fait que j'ai dit, OK, en fait, je vais me lancer de mes propres ailes. Tu vois. D'accord, donc c'est cette frustration qui a nourri cette volonté de passer à l'action derrière. Ouais, je pense que ça aurait peut-être été différent. Là, j'ai fait New York puis Paris. Si j'avais fait Paris puis New York, tu vois, j'aurais peut-être moins eu cette claque en me disant la flemme d'attendre 8-10 ans, de remonter tous les échelons pour avoir un truc intellectuellement aussi intéressant que ce que j'avais l'année dernière. Tu vois. Ce côté méritocratique, on le voit beaucoup justement dans les pays anglo-saxons. Au-delà de vouloir coller une étiquette et dire ça c'est mieux qu'un autre, etc. Selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients des deux cultures ? Je pense que la culture américaine, elle convient pas forcément à tout le monde. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt faire, qui aime l'action. Donc, effectivement, le fait de dire si vous me donnez l'opportunité, je vais pouvoir aller plus vite, mais ça te coûte un peu plus, que tu dois être plus impliqué, tu dois plus travailler, tu as plus de charge mentale. Donc, ça convient, tu vois, à une typologie de profil. Et je pense que le modèle français qui est... Et encore une fois, c'est pas du tout vrai dans toutes les entreprises, mais qui est peut-être plus sécure, mais où il y a plus d'échelons à monter, convient à une autre typologie. Je pense que quand tu as un état d'esprit un peu entrepreneur, le modèle anglo-saxon où tu peux accélérer très vite convient bien. Moi, je me souviens, à New York, j'avais mon N+2 ou N+3 qui était vraiment le big boss de la plateforme Natixis America, tu vois.
Et j'ai toujours gardé contact avec lui. Il est devenu actionnaire de Multiplacement, tu vois, donc il m'avait accompagné. Et en fait, maintenant, quand je prends des cafés avec lui, je vois bien que j'échange avec des personnes au sein du groupe Natixis qui sont beaucoup plus haut placées que lui. Tu vois, donc ça a été un accélérateur. Alors pour moi, c'était vraiment le dieu. Et en fait, en 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai réussi à prendre un ascenseur qui m'a fait aller beaucoup plus vite que si j'avais voulu suivre son parcours au sein de la même boîte, quoi. Complètement. C'est vrai que l'entrepreneuriat est un vrai ascenseur social Énorme. quand justement on se lance et on commence à avoir des résultats et ça peut aller très très vite Ouais. avec le réseau. On est en quelle année justement quand tu prends cette décision suite à cette claque que tu prends lorsque tu rentres en France et que tu te dis je vais voler de mes propres ailes? En gros, si je te refais un peu la chronologie, je suis à New York 2015-2016. D'accord. Je rentre milieu de l'année 2016 pour finir mon année d'école d'ingénieur que je fais en alternance du coup chez Natixis à Paris. Dans le cadre de cette alternance en 2016, je prends une majeure en entrepreneuriat. Et en fait, dans cette majeure en entrepreneuriat, la notation, c'était trouver une idée, faites un mini-site, mettez un peu de ads et dites-nous, et vous serez noté si votre landing est bien, s'il y a un peu de trafic, tout, tu vois. Donc ça, c'est fin 2016. D'accord. Je me force à me dire, OK, qu'est-ce que je... Enfin, tu vois, d'ailleurs, là, c'était pas un déclic, c'est mon cours m'a forcé à accélérer ce que je commençais à cheminer, tu vois. Donc, je crée la première landing, mon petit placement, fin 2016, où je me souviens, le titre, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, c'était « Toi aussi, profite de produits jusqu'ici réservés aux plus fortunés ». J'étais très axé produit. Et mon alternance se finit en juillet 2017. Et donc là, juillet 2017, j'ai déjà un petit peu ce produit multiplacement où je vois qu'il y a un peu de trafic. J'ai cette claque. Et donc je me dis, OK, est-ce que je continue en CDI ou est-ce que je commence... mon premier CDI je serai mon propre employeur. Et donc c'est juillet 2017 où je crée vraiment la société. D'accord. Je me dis, OK, j'y vais. Et en plus, j'avais fait une école d'ingé, j'avais fait 1 an à New York, j'avais 2 ans d'expérience en banque, tu vois, donc, et à un moment, en 2017, où l'entrepreneuriat était quand même bien valorisé, donc le risque n'était pas non plus énorme, tu vois, je vais pas te faire l'histoire bullshit où j'ai tout plaqué et tout, je savais que même si l'aventure entrepreneuriale ne marchait pas dans 1 ou 2 ans, j'aurais un bagage académique avec mon expérience à New York, plus mon expérience entrepreneuriale qui serait très valorisée. Donc voilà. Juillet 2017, je me lance. Ah, c'est incroyable que cette boîte multiplacement démarre justement avec un exercice et ensuite est amplifiée par des circonstances et devient ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Également, justement, quand tu lances l'entreprise, est-ce que tu es dans une optique de vouloir directement démocratiser toute une industrie? Est-ce que tu es dans une optique de vouloir réussir ce projet? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui te guide, c'est quoi la vision au départ? La vision au début, elle est très produit financier. En gros, j'ai une info d'insider entre guillemets. En tout cas, je sais qu'il y a des produits qui sont pas accessibles à des particuliers, mais qui sont accessibles à des professionnels et qui ont un bon rendement. Et je veux le rendre accessible. Donc au début, mon petit placement, et d'ailleurs le logo, c'était des gens qui se donnaient la main. J'agrégeais des petits placements pour en faire des plus gros et avoir accès à des produits. Tu vois, on travaille encore aujourd'hui avec des boîtes comme Rothschild, par exemple, et tu as accès dès 300 euros. Donc au début, l'idée, c'est de dire, j'ai une info, il y a des bons produits, je veux que tout le monde y ait accès. Mais j'avais pas du tout la maturité ou la hauteur de vue pour me dire, je vais démocratiser, ou pour me dire, voilà où je veux aller. Tu vois, j'étais vraiment un peu le bateau brise-glace qui fonce un peu tête baissée, qui a une idée en tête et qui avance. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, ça a été ma méthode pour avancer, de pas trop réfléchir et d'essayer d'avancer, quitte à avoir fait pas mal de virages. Quand je regarde maintenant, et je te disais, en préparant le podcast, j'ai regardé un peu les photos pour me remémorer ce qui se passait les 2017-2018, je me dis que j'ai perdu beaucoup d'énergie à ne pas trop réfléchir, à pas prendre de hauteur, notamment sur un exemple en particulier, c'est sur les agréments bancaires. Tu vois, en fait, si c'était à refaire, j'aurais pris un avocat dès le début, ça m'aurait coûté un peu cher, mais au moins j'aurais une vue très claire de OK, c'est quoi la réglementation dans cet univers et quel agrément je dois avoir, pour faire quoi, et c'est quoi les contraintes qui m'ont été associées. Alors que moi, j'ai foncé tête baissée, je suis allé chercher 5 agréments différents pour qu'en fait, ça soit le 5e qui était... J'avais besoin que d'un qui était le 5e, tu vois. Bref, donc pas mal de perte d'énergie, mais
une conviction. J'étais vraiment persuadé que ces produits étaient bons pour les Français. Et donc, ça me permettait de faire face aux embûches en disant, OK, je sais que mon truc est bien, il faut juste avancer, quoi. Très clair. Votre cible aujourd'hui, c'est que les Français? Donc aujourd'hui, c'est majoritairement les Français et on commence à ouvrir sur les expats, donc des personnes de nationalité française qui sont non résidents fiscaux français. D'accord. Et justement, lorsque je pose cette question, parce que je parle notamment d'agrément, au plus tu ouvres sur différentes nationalités, différents pays, etc., au plus tu as besoin, j'imagine, d'agrément. Exactement. Comment tu arbitres entre la volonté de démocratiser et de développer au plus grand nombre l'accès à des investissements et le fait d'avoir toutes ces contraintes que tu as déjà connues, notamment avec ces 3 ans? On en parlera, mais ce n'est pas anodin de développer, réfléchir, travailler pendant 3 ans sur un projet avant d'avoir ton premier client. Ouais. Nous, sur cette partie agrément là, et sur le fait d'ouvrir, pour l'instant, on le fait de manière assez opportuniste. C'est-à-dire que je dis, le marché français, il est un peu à la traîne sur le sujet placement, investissement, épargne. Donc nous, on est très focus sur la France. Et si déjà, on est un peu le Lydia de l'investissement, tu vois, si vraiment on est la marque réflexe pour les gens qui veulent se lancer, j'aurais gagné mon pari. Donc c'est plus parce qu'on a des demandes de Français à l'étranger qu'on ouvre un petit peu et qu'on essaie de répondre positivement à ces demandes, plus qu'aujourd'hui une volonté d'aller viser trop large, parce que j'aurais peur de me défocus, sachant qu'en France, tu vois, 25 000 clients, tu pourrais dire c'est beaucoup, mais par rapport à une banque, c'est encore tout petit. Complètement. On l'évoquait, pendant 3 ans, tu développes, tu es plein de convictions, etc. Mais pendant 3 ans, tu n'as pas de clients. Tu mets 3 ans finalement à pouvoir onboarder ton premier vrai client sur mon petit placement. Comment on garde le cap quand pendant 3 ans, on fait face à des hauts, des bas, on prend un agrément, c'est pas le bon, on en prend un autre, c'est pas le bon. Comment on fait pour garder le cap? Il y a beaucoup de trucs à dire cette période. Je vais te la refaire de manière un peu chronologique pour que tu vois par où on est passé. Juste, il y a un élément que je ne veux pas oublier que je dis maintenant, c'est cet aspect de pression sociale. C'est qu'en gros, tu le sais, c'est assez valorisé d'être dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'avais mes proches qui me suivaient pas mal. Et donc je te dis, je lance en juillet 2017. Quand tu es en septembre 2017, ils disent alors, mon petit placement, c'en est où? Quand tu es en avril 2018, tu fais encore chaque dîner, alors ça va se lancer quand et tout. Et en fait, moi, je m'étais persuadé, je me mentais un petit peu à moi-même. Tu vois, j'ai d'ailleurs retrouvé un mail avec mon associé CTO de juillet 2017 en disant alors, pour septembre, je mettais la pression pour qu'en septembre 2017, ça sorte. Tu vois. Ouais. Donc, même moi, je me persuadais que ça allait, que le truc allait sortir. Bref, ça pour dire que ce qui a été très compliqué, pour commencer par le négatif pendant ces 3 ans, c'est la bienveillance des gens qui se transforme en une pression presque invivable. Tu vois, moi, quand t'es début 2020 et que ça fait 3 ans que t'as toujours pas lancé, t'as presque plus envie de sortir de chez toi, d'aller à des dîners, d'aller à des week-ends avec des potes, parce que tu sais que tu vas te prendre la question, alors mon petit placement, et eux, ils veulent pas mal faire, tu vois, ils veulent juste te demander où ça en est. Mais donc ça a été une des vraies difficultés, qui est que il y a des hauts, des bas que je peux expliquer, mais de l'extérieur, à chaque dîner, tu vas pas dire non, mais là, en fait, l'agrément, on l'a pas encore eu, on est avec les avocats, ou là, le partenaire, c'est un peu plus long que prévu, ou là, je dois lever des fonds, tu vois. Tu veux pas rentrer dans toutes ces explications parce que tu as envie de couper un peu du boulot. Ouais. Mais donc, la pression sociale était une vraie difficulté, parce que les gens, voulant être sympas, en fait, indirectement, ils te mettent un peu de pression. Et en gros, nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, vu que j'étais ingénieur, j'ai très vite voulu commencer par la technique, tu vois, les branchements, en disant, OK, moi, je suis pas une banque, je connais les produits, mais comment ça a fonctionné de quelqu'un qui a 1 000 euros à placer, quel va être le schéma à faire pour que ces 1 000 euros, tu vois, arrivent jusqu'au fond que moi, je connais. Donc, j'ai très vite commencé un peu de tête baissée en disant, OK, il faut que j'arrive à trouver les tuyaux pour que l'argent passe. Donc, j'ai eu une phase un peu exploratoire de dire, OK, je dois m'acoquiner avec une banque pour que mes clients ouvrent un compte chez elle et que l'argent aille chez la banque et ensuite moi je donnerai l'ordre à la banque d'aller vers tel fonds. Tu vois. Donc je suis trop vite allé dans la technique parce que j'avais cette intuition que la valeur de mon petit placement était dans le schéma de flux que j'allais faire. Tu vois. Alors qu'en fait, maintenant, c'est plus facile, mais je vois très bien que la valeur de ce que je crée, elle est dans la pédagogie, dans l'accompagnement, dans la sélection des produits qu'on fait, beaucoup plus que de ce qu'il y a sous le capot. Tu vois, on s'en fout de si toi tu veux mettre 1 000 euros, par où ça va passer tout.
Bref, donc ça, c'est une première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai foncé tête baissée branché dans un truc compliqué, tu vois, pour donner un peu un exemple concret. Aujourd'hui, il existe notamment les contrats d'assurance vie qui permettent de faire ça très bien. C'est-à-dire que tu ouvres un contrat d'assurance vie en France, c'est un mot barbare pour dire un compte d'investissement, et après, dans ce contrat d'assurance vie, tu dis à l'assureur, c'est 1 000 €, vous les ventilez, comme ça, c'était le produit. Moi, j'ai pas voulu, j'ai découvert cette option plus tard. Au début, j'ai recréé tout le spectre. Et donc, tu vois, on avait un petit compte comme un wallet, comme un compte PayPal. Donc, en gros, tu versais avec ta carte bleue, t'alimentais ton compte PayPal. Ensuite, ça allait ouvrir un compte titre chez Natixis, que je connaissais bien. Et après, je donnais à l'ordre à Natixis 2. Bref. Donc, ça, compliqué. Et donc, ça me prend toute l'année 2017, 2018, où du coup, on fait les schémas. Et en fonction des différents schémas, tu avais besoin d'agréments différents. Parce que pour avoir ce petit wallet que tu vas alimenter, il faut un agrément qu'on appelle agent de prestataire de services de paiement. Pour juste envoyer des ordres vers les fonds, il faut être ce qu'on appelle conseiller en investissement financier, donc CIF, pour faire je ne vais pas faire trop de jargon, mais tu vois, de la réception-transmission d'ordre. Bref. Donc, en fonction de ce schéma de flux qui se complexifiait, les agréments qui venaient avec devenaient de plus en plus complexes. Donc, c'était vraiment le truc, c'est le hamster dans sa roue, quoi. Et à côté de ça, les gens, eux, ils voyaient juste le truc final qui est tu as des produits stylés auxquels tu veux donner accès et ils ne comprenaient pas que ça soit si lent. Et on arrive en mars 2019, donc ça fait vraiment 2 ans que sur ces schémas, le truc tient à peu près la route. Moi, j'avais ouvert un compte test, tu vois, donc j'avais mis mes premiers 1 000 €, donc le truc marchait. Et là, j'ai un appel de Natixis, qui était mon partenaire, qui dit, écoute, pour une raison interne, il y a une fusion des services, et du coup, on arrête tous les partenariats externes. Donc après 2 ans de m'acharner sur ce schéma de flux, vraiment retour à la case départ, tu vois. Ce qui explique que ça a mis autant de temps. C'est pas juste de la R&D et tout, c'est qu'on a eu vraiment des coups d'arrêt importants. Et donc là, on est en mars-avril 2019. Mes agréments ne servent plus à rien parce que de toute façon, mon schéma de flux, ça ne sert plus à rien. Tous les branchements, on avait déjà fait une petite levée de fonds, mais du coup, l'argent a servi à développer un truc qui n'allait pas être utilisable. Tu vois. Et donc, c'est ouvert une période d'avril 2019 à fin 2019 où là, c'était vraiment, il nous restait jusqu'à fin d'année un peu de cash, tu vois. Et il a fallu, j'ai été contraint d'avoir ce déclic de, OK, il faut que tu prennes de la hauteur. Il faut que tu arrêtes de foncer tête baissée à faire ton truc. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, le comment, ça viendra après. Tu vois, mais essaye de le prendre par bout. Donc j'ai mis 2 ans à arriver à cette manière de raisonner. Et au final, en octobre 2019, on a trouvé un assureur qui s'appelle Apicil, qui a dit non, mais nous, on est digitalisé, il faut juste qu'on référence les fonds que vous voulez proposer à vos clients, mais sinon, tout le schéma est déjà développé, intégré. Et en fait, en 3 mois, le truc s'est branché et en janvier-février 2020, on a le premier client, tu vois. Wow. Donc, long story short... Ouais. C'est hyper intéressant le deuxième point que tu évoques. Donc, tu as évoqué notamment la pression sociale, et on va y revenir parce que ce point est très important, mais également tout ce schéma mental, cette réflexion qui aboutit finalement à en 3 mois, tu arrives à déployer, trouver le bon partenaire parce que tu as pris la hauteur nécessaire. Ouais. Et ce point-là, beaucoup trop d'entrepreneurs, malheureusement, y rentrent, mais tête baissée, et le corps tout entier dans un trou qui parfois n'a même pas de fond, en étant persuadés de faire les bonnes choses, d'avoir la bonne idée, et puis se rendre compte que lorsqu'ils prennent de la hauteur justement sur l'ensemble, ah ouais, mais en fait, il y avait un chemin ici, il y avait un chemin là, qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et moins contraignant. Et je pense que c'est lié aussi, et avec plaisir d'avoir ton avis sur le sujet, c'est que on est dans une société très méritocratique où on pense qu'il faut travailler dur pour pouvoir réussir, et que donc tu veux complexifier les schémas liés à ton produit parce que grâce à ça, tu auras ta place sur un marché, parce que tu apportes de l'innovation, tu apportes quelque chose qui n'était pas présent. Et on ne comprend pas que le but, c'est juste de résoudre un problème et d'apporter une solution. Mais c'est vraiment, en tout cas, à titre perso, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est la perception que complexifier un schéma allait créer de la valeur, était une énorme erreur. Après, je pense qu'il y a, en tout cas, me concernant, il y a deux explications, j'ai 2 choses à dire sur ça.
La première, c'est que je trouve que c'est rassurant d'être dans l'action. Parce que, en fait, tu poses Mais pas de questions, mais c'est un énorme piège. Et moi, dans ces 3 ans, on pourra y revenir, mais j'ai vu, parce que là, je t'ai dit que le core business, entre guillemets, mais à côté de ça, tu imagines bien que ça me prenait pas tout mon temps, donc j'ai fait aussi un peu de B2B. On a travaillé avec Groupama, on l'a fait en marque blanche un truc. On avait lancé un autre produit qui s'appelait Ma petite tirelire, donc pour les mineurs, tu vois, pour que tu puisses ouvrir une petite tirelire pour tes enfants. Et donc, en fait, tu as tellement envie d'être dans l'action que déjà, tu prends pas de hauteur, et en plus, tu pars dans tous les sens, juste presque pour te rassurer. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment un déclic qu'il faut avoir. Ouais. Le deuxième élément, c'est que c'est pas non plus si facile, parce que moi, si j'avais voulu prendre de la hauteur en juillet 2017, sans m'être pris les pieds dans le tapis, c'est dur de prendre de la hauteur. Tu vois, t'as pas d'expérience, c'est beaucoup plus facile de prendre de la hauteur un peu a posteriori, quand tu t'es pris des gamelles et que tu dis, OK, ça, je me suis planté, ça a un peu marché, du coup, comment je dézoome et je vois un peu la direction. Donc, c'est sûr que j'aurais pu compresser ces 3 ans en 1 an, mais si je m'étais dit, vas-y, je prends de la hauteur, je serais peut-être pas arrivé là où j'en suis aussi aujourd'hui. Tu vois. Donc, il y a aussi un entre-deux qui est réussir à suivre un peu son intuition, sans par contre foncer tête baissée et jamais sortir la tête de l'eau. Quoi. Voilà, je pense qu'il y a un truc, tu vois, il y a un entre-deux à trouver. Quoi. Tu évoquais également tout à l'heure la pression sociale due au fait de ton entourage qui, par bienveillance, te demandait à chaque fois « alors, mon petit placement, ça avance, etc. » au point de même plus parfois vouloir sortir avec tes amis, etc. Comment tu l'as géré? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, mis en place, ou tu as eu une prise de conscience à un moment pour décrocher, détacher de cette pression, pour pouvoir avancer, ou tu l'as subi jusqu'au dernier jour? Non, j'ai vraiment subi. Tu vois, en fait, c'est pas du tout le mensonge, parce que c'était pas un mensonge, mais je n'osais pas m'avouer, et donc avouer aux autres que ça allait être plus long et plus compliqué que ce que j'avais dit. En fait, à partir du moment où moi, je m'étais persuadé que en créant la boîte en juillet 2017, ça allait se lancer en septembre 2017, j'ai dit aux gens ça, tu vois, parce que je le croyais intimement, je mettais la pression aux gens pour qu'on délivre vite. Et donc, quand en septembre, t'en es à dire non, mais à tes potes, ça sera pas septembre, mais ça sera octobre, j'attends juste un agrément, bah, tu vois bien qu'en fait, en octobre 2019, tu dis ça sera en octobre 2017, tu diras c'est novembre. Et il n'y a pas un jour où tu arrives en mai 2018, tu dis non, là les gars, par contre, ça va être janvier 2020. Tu vois, en tout cas, moi, j'ai jamais eu ce courage ou cette lucidité de casser ce cercle vicieux de à chaque fois repousser l'échéance d'une semaine, 1 mois, tu vois. Donc j'ai vraiment subi ça. Mais parce que je pense que c'est aussi ce qui me faisait tenir, tu vois. Peut-être que si tu m'avais dit non mais là Thomas, c'est pas dans 1 mois, c'est dans 18 mois, psychologiquement ça m'a peut-être mis un coup derrière la nuque et j'y serais pas allé, tu vois. Donc c'était éreintant, mais c'est peut-être ce qui m'a permis de tenir pendant ces 3 années un peu de galère, quoi. Je t'ai pas posé la question, mais tout à l'heure, tu as évoqué un associé, un CTO notamment. Ouais. Tu l'as lancé seul, vous avez lancé ça ensemble? Ouais, en gros, j'ai créé la boîte seul. Et donc Thibaut, qui est maintenant mon associé, était Presta au début, et j'ai négocié. Il est rentré en 2019 en tant que CDI, donc et là je l'ai associé un peu late founder, tu vois. Et il y avait aussi Margot, qui était ma première salariée que j'ai associée. Donc on était 3 associés d'un point de vue LinkedIn, 3 cofondateurs. D'un point de vue purement capitalistique, j'étais le seul, tu vois, dans les statuts. Ce qui a été une position assez bien, parce que j'ai pu, en fonction des situations, en fonction de l'humeur, être parfois solopreneur, tu vois, et parfois entrepreneur avec un trio on était un trio de cofondateurs avec plutôt la partie technique, la partie market pour Margot, et moi plutôt sur la partie finance métier, tu vois. Donc voilà, j'ai oscillé. Aujourd'hui, il s'avère que je suis plutôt solopreneur, tu vois, parce qu'en fait, l'écran de fumée LinkedIn où j'associe mes salariés avec des BSPCE, en termes de charge mentale, en termes de responsabilité, notamment visiter l'actionnaire, visiter ton board, c'est moi qui suis une charge, tu vois, donc c'est moi qui porte la charge et la responsabilité. Mais voilà. Donc, mais dans les moments compliqués, c'est très sympa de se dire on est 3, quoi. Tu vois, de dire je suis pas tout seul.
Voilà, donc j'ai un peu joué sur les deux pattes. Justement, c'est pour ça que je l'évoque. Je pense que dans ces moments charnières, compliqués, où tu te poses mille et une questions, tu te remets en question, le fait que vous étiez trois, que vous puissiez parfois vous poser, réfléchir, être dans le même bateau, ça permet de ne pas abandonner. Ça permet de pas abandonner, ça permet de... Je te le dis, moi, vis-à-vis de mes proches, j'avais la flemme ou pas l'énergie de tout réexpliquer. Ouais. Là, au moins, chacun sait où on en est, tu peux te dire les choses. Donc effectivement, c'est vraiment... ça aide, quoi. Tu évoquais tout à l'heure des levées de fonds. Je sais en plus que vous avez fait des levées de fonds à des moments qui ne sont pas forcément les moments les plus propices à ça. Est-ce que tu peux nous les décomposer, nous les raconter? Et surtout, on va revenir sur la toute première, parce que finalement, on lève sur juste un projet, des convictions, et il n'y a encore rien, entre guillemets, à part un homme, un entrepreneur, qui est motivé, déterminé, qui a des convictions et qui veut avancer. Donc la première levée de fonds, on l'a fait en octobre 2018. Tu vois, donc pile au milieu de ce néant. Et effectivement, là, comme tu l'as bien dit, on l'a fait sur un CV, ma capacité à agréger des personnes un peu autour de moi. Tu vois, dès le début, je me suis créé un board, mais qui était des gens qui donnaient leur temps un peu gratuitement, 1 heure par mois, tu vois, qui n'étaient pas actionnaires. Et j'ai beaucoup capitalisé sur le fait d'avoir ce board pour réussir à lever des fonds. Tu vois, j'allais voir des entrepreneurs en disant, bah, écoutez, regardez, j'avais l'ancien directeur général de Nestlé, j'avais le directeur d'une banque à Lyon qui était dans mon board. Regardez, il y a des gens qui me donnent de leur temps, c'est bien que le projet est sérieux. Tu vois. Donc ça a commencé un peu comme ça. Mais effectivement, en octobre 2018, je suis sur vraiment un PowerPoint. Donc on lève 650 000 € avec l'objectif que ça nous permette la mise en marché. Et donc, la mise en marché, c'est, je te dis, ce fameux schéma de flux, que quelqu'un puisse mettre 1 000 € via Multiplacement. C'est obtenir les agréments, c'est développer le site et l'application, et c'est commencer à recruter une petite équipe. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais comme on s'appelle Multiplacement et qu'on s'adresse à des néophytes, il y a une notion de conseil qui est très importante. Donc il me fallait très vite une équipe avec des conseillers qui allaient pouvoir, au téléphone ou en visio, échanger avec nos futurs clients. Donc ça, c'est 2018, à peu près 650 000 €. Ça nous permet de se lancer et de faire le premier recrutement. Comme je te l'ai dit, on a eu pas mal de difficultés et on avait du cash à peu près jusqu'à fin 2019, début 2020. Et donc là, on a eu une période très compliquée en fin 2019 qui était que on n'avait plus beaucoup de cash, mais on était au même stade de la boîte. C'est-à-dire que si je refaisais une levée de fonds, ça allait pas être une levée de fonds pour financer une croissance. C'est toujours financer une boîte pour qu'elle lance un produit. Tu vois. Et donc là, mes actionnaires ont dit, donc j'ai travaillé la levée de fonds, mais elle était conditionnée à ce que le truc soit lancé. Ils disent, OK, on te suivra, on a confiance, on sait que tu as eu des galères, mais on financera que pour du marketing, que pour déployer la boîte et plus pour que tu lances ton produit. Donc il y a vraiment tu imagines bien que la période fin 2019, début 2020, elle est stressante parce que déjà, moi, j'en pouvais plus, j'avais envie de sortir ce produit et en plus, je savais que si je le faisais pas, j'allais pas pouvoir me refinancer. Sauf que ce qui nous est arrivé il y a un autre effet qui se coule, c'est que le premier client, ça doit être 5 février 2020. Tu vois. Et donc, moi, février 2020, je vais revoir tous mes investisseurs, les anciens et les nouveaux, en disant, bah, ça y est, j'ai mes premiers clients, est-ce on parlait d'1,5 million de levée de fonds, tu vois. Est-ce qu'on peut passer à levée de fonds? Mais comme tu le sais, ça ne se fait pas en 2-3 semaines. Et donc, le truc se passe bien, les gars avancent et tout. Sauf qu'un mois plus tard, mars 2020, Covid, nous, on n'avait pas encore closé la levée de fonds. Et comme j'étais encore assez early dans la création de la boîte, les investisseurs à ce niveau-là, c'est souvent des personnes physiques, tu vois, des entrepreneurs, des business angels. Et les business angels, ils ont cette particularité que souvent, ils ont un peu d'argent en bourse et un peu d'argent dans des startups. Sauf que, comme il y a eu le Covid, ils ont perdu beaucoup d'argent en bourse. Et du coup, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, bah attends, j'ai perdu dans la poche de gauche, je vais pas remettre dans la poche de droite. Et du coup, je me retire levée de fonds. Donc, mars 2020, après 3 ans de galère, je me dis enfin, tu vois, le truc le produit est sorti, je vais faire une belle levée de fonds et je vais pouvoir enfin lancer. Là, je vois le château de cartes qui commence à s'écrouler. Donc, un peu en panique, je dis on fait la levée coûte que coûte, même s'il faut faire moins, mais au moins il faut la faire. Et donc, tu vois, le PV d'AG se signe le 20 mars 2020, 4 jours après le début du confinement. Tu vois, donc vraiment en plein dans la tempête. Et finalement, on n'a fait que 1 million versus 1,5 million.
Mais au final, ça a été une très bonne décision de ne pas attendre, déjà parce que je ne pouvais pas attendre, donc j'ai pas été à mon choix. Et en plus, c'est que dans notre malchance, il y a eu très très peu de levée de fonds dans cette période mars, avril, mai 2020, parce que vraiment le système financier les robinets étaient fermés. Et donc, quand nous, on a décidé de communiquer sur cette levée de fonds en mai 2020, au moment du déconfinement, j'ai eu des retombées presse de dingue, parce que même si c'était une toute petite levée, tu vois, 1 million d'euros, en fait, il n'y avait pas d'autre actualité. Donc, au final, dans cette galère, ça a été une vraie opportunité. Mais tu te dis, je ne suis pas épargné, quoi. Tu vois. Donc, un vrai gain en visibilité en plus. Donc, un vrai gain en visibilité. Une petite perte au niveau du montant levé, mais un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu vois, valait mieux 1 million en plein Covid que fermer la boîte. Donc ça, c'est la deuxième levée de fonds. Ensuite, on pourrait y revenir, mais en tout cas, d'un point de vue business, ça se passe bien sur 2020, bien sur 2021. Donc on fait une levée de fonds un peu plus traditionnelle de 6 millions d'euros en 2021. Là, c'est un peu, quand je regarde notre apogée, au moment où en plus, t'es un peu dans la bulle du financement, tu vois, 2021. Nous, on était déficitaires, mais on avait une très bonne croissance, donc tu lèves sur ta croissance. Et ensuite, on fait une 4e levée de fonds en 2023, qui pour le coup a été très, très, très compliquée, parce que là aussi, manque de prise de hauteur de ma part. Je pensais que c'était le même fonctionnement qu'en 2021. C'est-à-dire que tu peux lever sur une boîte qui a une forte croissance, et nous, on avait encore en début 2023 une forte croissance, sauf que le terrain de jeu avait complètement changé. Il fallait être rentable ou proche de la rentabilité, et plus du tout l'ancien monde où tu es une boîte qui crame mais qui a une forte croissance. Et donc, début 2023, on se lance dans cette 4e levée de fonds qui était censée être la dernière avant la rentabilité, parce que mine de rien, on avait atteint des bons milestones. Et en fait, on se rend compte au bout dès mars 2023 qu'en fait, on n'arrivera pas à lever. On a beau avoir une expérience, fait 3 levées de fonds, avoir une bonne croissance, on n'y arrivera pas. Du coup, on décide de faire un plan de licenciement aux alentours de avril-mai 2023, enfin d'ailleurs mai 2023, parce que j'ai annoncé le plan de licenciement aux équipes 2 jours après la naissance de mon deuxième garçon, tu vois, donc j'étais émotionnellement bien dans le vif. Et finalement, comme on a enlevé sur une 60aine de personnes, 15 personnes, tu vois, on a réussi à avoir une histoire financière qui était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus en phase avec le monde de 2023. Et donc, on réussit à faire une levée de fonds un peu à l'arraché après une petite phase de conciliation en octobre 2023 de 6,5 millions. Voilà. Voilà un peu pour l'histoire des levées de fonds, mais ça n'est jamais un long... Enfin, modulo celle de 2021. Et encore une fois, dans mes souvenirs, c'est un peu plus facile. J'imagine bien qu'au moment où j'étais en 2021, c'est pas non plus hyper smooth, quoi. Complètement. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes rentable ? Aujourd'hui, on n'est pas rentable, mais on le sera d'ici fin d'année prochaine. En gros, nous, pour te dire notre modèle, donc on gère 200 millions à peu près aujourd'hui, et on est sur un modèle très récurrent parce qu'on a 90% de 25 000 clients qui épargnent chaque mois. L'exemple que je te donnais en introduction des 50 €, en moyenne, un client met 150 € par mois. 90%. 90%. 9 sur 10. Ouais. Impressionnant. Qui mettent, en moyenne, je te dis, c'est entre 150 et 170 € mensuels. Tu vois. D'accord. Donc en fait, on n'est pas rentable parce qu'on veut continuer à faire de l'acquisition pour avoir un chiffre d'affaires dans 5 ans qui sont importants. Mais aujourd'hui, on pourrait l'être avec, tu vois, si j'arrêtais l'acquisition, enfin mes dépenses d'acquisition, on a une telle croissance embarquée et un tel chiffre d'affaires embarqué qu'on pourrait l'être aujourd'hui, mais ça serait réduire fortement nos ambitions parce que, tu vois, on passerait de 200 à 250 à 300, 350 millions, alors qu'en continuant à investir sur l'acquisition, donc qui repousse un peu notre date de break-even, ça nous permet de continuer à faire de la très forte croissance en cours et de pouvoir atteindre le milliard d'ici, tu vois, 3-4 ans à peu près. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis dans cette situation où, en cas de rififi ou de difficulté, je peux réduire ma valeur et mettre à la rentabilité. Ce qui est déjà quelque chose de rassurant. Tu vois. J'ai plus du tout le même stress. Et qui est possible parce que, et ça c'est lié à notre secteur d'activité qui est l'épargne, c'est que souvent les gens, quand ils ont placé 2, 3, 4 000 €, ils vont pas la retirer. Enfin, tu vois, en moyenne, les gens laissent leur argent 5, 6, 7 ans. Ouais, donc nous, on sait que les 200 millions, ils vont devenir 300, 400. Donc voilà. Donc pas encore rentable, mais serein sur cet indicateur-là.
Quel est votre modèle en termes de frais de gestion, microtransactions, frais de récurrence, etc. Ouais, nous, le modèle, donc on se rémunère de 2 manières. Le gros de notre rémunération, c'est une commission de performance. C'est-à-dire qu'on prend un pourcentage sur tes gains, si tu as des gains. Ce qui, d'un point de vue génération de confiance, est très important. Parce que tu te dis, Gagnant-gagnant. ouais, tu l'as compris, nous, on s'adresse à des néophytes. Et lui dire que nous, 70% de notre rémunération est basée sur les gains qu'il va réaliser. Déjà, ça lui permet de ne pas avoir à fouiller toutes les petites lignes et de dire, OK, au moins nos intérêts sont en grande partie alignés. Donc ça, c'est à peu près 70%. Ce qui, du coup, crée un modèle un petit peu variable. Hein. Quand tu as le Covid, la guerre en Ukraine, tu fais moins de chiffre d'affaires. Mais on sait qu'historiquement, tu vois, les marchés font à peu près 7% de performance par an. Donc, ce que j'ai vendu à mes actionnaires, c'est qu'en fait, ça allait être potentiellement des décalages de trésorerie, mais que sur le long terme, on sait qu'il y a de la performance et donc on sait que cette patte-là sera rémunératrice. Et les 30% restants, c'est de la commission d'apport d'affaires par les fonds, les Rothschild, les Lazare, les Pictet avec qui on travaille. Eux, en fait, on leur apporte des flux placés chez eux et donc ils nous rémunèrent en tant qu'apporteur d'affaires. D'accord. Mais donc le client, il n'a pas de frais d'entrée, il n'a pas de frais de transaction, il n'a pas de frais pour récupérer son argent, il peut récupérer à tout moment. Tu vois, c'est un modèle qui se veut assez aligné. Aligné et surtout frictionless pour le consommateur, pour le particulier qui vient investir. Ouais. Parce que lui, il vient justement avec potentiellement déjà des a priori sur l'investissement en tant que tel, sur les frais potentiels qu'il va y avoir. Et finalement, c'est des frais qui sont transparents et... T'es obligé. Ouais. Enfin, on l'a dit, il y a tellement de frictions et de freins à l'investissement que si en plus tu en remets sur les frais, bien sûr. C'est compliqué. Ouais. Bien sûr. Un sujet qui n'est pas anodin, tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu as très rapidement constitué un board, avec notamment des personnes assez expérimentées dans leur domaine et dans leur sujet, avec une vraie expertise, une vraie expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé à constituer un board dès le départ ? Comment tu as constitué un board dès le départ ? Parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup devraient faire. Ouais. Certains cessaient à le faire, mais n'y arrivent pas, n'ont pas le réseau ou vont se dire que ce n'est pas accessible. Mais tu as raison, c'est vraiment... je suis allé assez vite dessus, alors que pour moi, ça a été un des éléments qui, je pense, m'a vraiment permis d'accélérer et de gagner en crédibilité. Tu vois. En gros, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans un incubateur qui s'appelait le Hub 112, qui est un incubateur spécialisé dans les fintech. Donc, je suis rentré en juillet 2017 là-bas. Et eux, ils disent, on te force à avoir un board, mais on ne va pas juste te forcer, on va t'aider. Et donc, c'était l'incubateur qui était lié à la caisse d'épargne. Et donc, pour chaque start-up qui rentrait dans cet incubateur, ils créaient un board avec un des membres du comité de direction de la caisse d'épargne. Donc déjà, même pour ceux qui n'avaient pas de réseau, tu avais toi ou l'équipe fondatrice, un des membres, un des encadrants entre guillemets de l'incubateur et un membre du comité de direction de la caisse d'épargne. Tu vois. Donc tout le monde commençait avec ce board. Et moi, j'avais un petit peu de réseau par ma famille, par mon expérience, comme je te l'ai dit, à New York. Et du coup, j'ai réussi à faire venir en plus 2 personnes, l'ancien directeur général de Nestlé et l'ancienne directrice marketing du groupe SEB. Tu vois, donc j'avais le finance, enfin la personne de la banque mis par l'incubateur, donc l'expertise finance, l'expertise plutôt grande boîte B2C, l'expertise marketing et l'expertise entrepreneuriat avec le représentant de l'incubateur. Tu vois, donc effectivement, je suis en juillet 2017 et j'ai des compétences autour de moi qui m'aident, mais surtout, elles me permettent de mettre un slide dans mes levées de fonds pour aller démarcher les partenaires en disant, regardez, j'ai un board. Et les gens se disent, OK, s'ils ont fait confiance à Thomas, c'est que le projet doit être solide, donc on y va beaucoup plus facilement. Donc, ça a des bénéfices d'aller chercher de l'expertise, de toi te forcer tous les mois à faire un reporting, tu vois, quand tu es tout seul, parfois que c'est compliqué, au moins il donne du temps, donc à toi de jouer le jeu, et c'est un énorme avantage en termes de démarchage ou de crédibilité du projet. Outre la partie crédibilité, qui est clairement un no-brainer, un game changer, je pense, le fait d'avoir un board, d'avoir des mentors autour de toi, ce cerveau collectif et ce reporting forcé presque, qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce qu'il y a des actions particulières ou des moments particuliers où tu as vu vraiment la différence ? Alors, je pense que dans les moments très compliqués, tu vois, notamment le moment où Natixis nous dit c'est fini, donc qu'on est à zéro, j'ai pu faire appel à eux pour vraiment là qu'ils soient presque opérationnels, tu vois, aller capter leur matière grise et dire OK, comment on fait ? Et donc peut-être que
Je ne saurais pas dire ça, mais peut-être que la prise de hauteur que j'ai eue, c'est grâce à eux, tu vois. Donc voilà, donc, ils m'ont vraiment aidé dans les moments très très compliqués. Ils sont descendus assez bas dans l'opérationnel et ça m'a permis de passer notamment ces périodes, ou en tout cas d'avoir un plan d'action écrit pour savoir comment gérer ces périodes compliquées, quoi. En parlant de périodes compliquées, pendant le crash des marchés en 2020, tu vas prendre l'initiative d'appeler chaque client pour les rassurer les uns après les autres. Déjà, pourquoi tu prends cette initiative? C'est pas anodin. Et est-ce qu'il y a une conversation en particulier qui t'a marqué ou des éléments qui t'ont marqué en particulier? Alors, la première question, pourquoi on le fait? Parce que, en fait, je t'ai dit, on a mis 3 ans, donc on faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de bruit auprès de nos proches, donc on avait accumulé à peu près 2000 préinscrits au moment du lancement. Tu vois. Donc quand on se lance en février 2020, on fait assez vite 200, 250 clients qui investissent, tu vois. Et du coup, c'est des personnes qui nous faisaient confiance, qui nous soutenaient, qui y allaient presque autant pour leur intérêt perso que pour soutenir la cause. Tu vois. Donc, quand les marchés plongent en mars 2020 et que ces clients-là font moins 30%, tu dis en fait, soit je me cache, soit j'affronte le truc et je les appelle un par un pour leur expliquer, rappeler qu'on vise du long terme, qu'ils vont rentrer chaque mois, donc c'est presque une opportunité que ça baisse parce qu'ils vont pouvoir rentrer au moment où c'est les soldes. Tu vois. Donc là, pour le coup, je ne me suis pas vraiment posé la question du j'y vais pas, c'était une nécessité. Ils nous faisaient confiance. Je ne peux pas me permettre d'un bad buzz. Et donc, effectivement, je les appelle un par un. Ce qui était possible à l'époque, parce qu'appeler 200 ou 250 personnes, ça se fait relativement bien. Ça ne sera plus possible maintenant avec 25 000 clients. Et là aussi, l'énorme chance dans la malchance, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, les marchés donc, ont perdu 30% très vite, mais ont très vite remonté. Et du coup, moi, le discours que je leur ai donné, qui est... il y a déjà eu des cracks en 2008, la bulle des années 2000, et historiquement, ça remonte. Tu vois, moi, je leur avais dit, sur 3, 4, 5 ans, ça remontera. Bah, là, en fait, il s'avère qu'en 6 mois, mon discours s'est avéré être juste, qu'il y en a beaucoup qui rentraient chaque mois. Donc, effectivement, ils sont rentrés à un moment où c'était les soldes. Donc, en fait, tout le discours que je leur ai fait à l'oral s'est avéré juste beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu espérer. Et donc, ces 250 premiers clients qui étaient déjà des soutiens sont devenus des ambassadeurs de ouf, tu vois. Et donc, ça nous a permis d'avoir un effet bouche à oreille et parrainage sur la première année qui était dingue. Donc, tu vois, on se lance dans une période pas propice, mais on prévoit de faire 1000 clients la première année, on finit à 1500, parce que, en fait, quand tu as un momentum compliqué, mais que tu transformes ça en une opportunité, tu gagnes, quoi. Tu parles de parrainage également, donc dans tes schémas d'acquisition, outre la publicité, etc., vous utilisez aussi la notion de parrainage. Ouais, aujourd'hui, c'est pas loin de 40% de notre acquisition qui se fait comme ça. De recommandations au travers des membres. Ouais, en fait, sur un sujet comme l'argent, l'épargne, l'investissement, faire des pubs sur Google, ça marche pas. Parce que tu as besoin de confiance, tu as besoin de réassurance. Et donc, nous, on a très vite réalisé que le marketing de prescription allait être notre source d'acquisition principale parce que tu as besoin de confiance. En fait, sinon, tu vois, on n'est pas Caisse d'Épargne, on n'est pas BNP Paribas, on n'a pas pignon sur rue. Donc, si tu n'as pas déjà quelqu'un qui a testé, qui peut te montrer comment ça marche, ses performances, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent et du coup beaucoup plus cher pour nous en termes d'acquisition que ça. Donc, on a beaucoup effectivement travaillé sur le bouche à oreille, le parrainage, pour que notre modèle tourne, quoi. Et un autre sujet, c'est que toujours autour de ces clients qui sont devenus des ambassadeurs, etc., je l'ai rapidement évoqué dans ta présentation, mais vous avez 2700 actionnaires particuliers. Donc j'imagine que lorsque vous avez fait une de ces levées de fonds, peut-être celle de 2020 ou de 2023, vous avez ouvert le capital également à vos clients qui puissent rentrer dans le bateau. Ouais, en fait, effectivement, je n'en avais pas parlé, mais donc, si on revient sur les levées de fonds, on a fait cette levée de fonds un peu difficile là, en octobre 2023, de 6,5 millions. Oui. Et en fait, on avait une boîte qui était beaucoup plus saine. Parce que je dis, on a fait un plan de licenciement, on avait levé pas mal d'argent. Donc, on était à un moment où elle était à peu près dérisquée d'un point de vue financier. Et donc, quand on s'est posé la question de quels étaient un peu nos axes de croissance début 2024, donc début de cette année, on s'est rendu compte que l'aspect communautaire
parce que c'était prescripteur de bouche à oreille, parce que c'est des clients qui remettent, en fait, que renforcer la communauté était stratégique pour nous. Et donc, début 2024, je fais valider à mon board qu'il m'autorise à faire une petite levée de fonds d'1 million d'euros auprès de nos clients, qui n'a pas vocation à aller chercher du cash, mais qui a vocation à faire en sorte que nos clients puissent devenir actionnaires, parce que, je te l'ai dit, 90% remettent chaque mois, donc s'ils sont plus fidélisés, ils continueront à remettre, parce qu'ils font du parrainage. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on voulait les fidéliser. Il s'avère qu'on se fait un peu dépasser par... Donc on lance cette opération avril 2024, et il s'avère qu'on se fait complètement dépasser par cette opération. Pour te faire l'histoire rapidement, on finit à 4,2 millions levés auprès de nos clients et 2700 clients qui deviennent actionnaires. Donc c'est posé la question à un moment de dire, est-ce qu'on ferme les vannes, parce que là on est en train de beaucoup se diluer, ou est-ce qu'on laisse rentrer un maximum de clients parce qu'on veut créer un peu une communauté. Donc c'est comme ça qu'effectivement on a fait rentrer ces clients. Donc on a complété, tu vois, la levée de fonds de 6,5 par 4 millions, parce que c'est sur les mêmes conditions, pour que nos clients puissent partager un peu le gâteau avec nous, quoi. Très clair. Comment vous faites dans ces phases-là pour justement réunir 2700 actionnaires? Est-ce qu'ils ont un droit de vote? Est-ce qu'ils ont un droit de visibilité? Est-ce que vous communiquez régulièrement avec eux? C'est pas forcément simple. Ouais. Donc, ils sont tous regroupés dans une holding. Moi, sur ma table de capitalisation, j'ai qu'une personne, et qui est une personne morale. Et après, effectivement, on a un rapport trimestriel, et en fait, on l'utilise un peu comme un hub. Tu vois, c'est notre hub de thèse. Donc, quand on lance des nouveaux produits, on teste souvent auprès d'eux. Là, on vient de refaire notre site et on avait besoin de mannequins pour ne pas payer une agence 15 000 euros. C'est des clients actionnaires qui sont sur le site. Donc, indépendamment du cash et de l'aspect bouche à oreille qui est hyper renforcé sur ces 2700 clients, c'est aussi pour nous, je sens que j'ai plein de cordes à tirer. Je t'en ai cité quelques-unes, mais je pense que j'en ai beaucoup d'autres. C'est un vrai levier de croissance pour demain, quoi. Donc, eux de leur côté, c'est comme une sorte de SPV. Exactement. Voilà. Et toi, c'est une holding qui est au capital, mais surtout, ça te fait 2700 ambassadeurs ultra engagés. Ouais. Imagine, c'est 10% de notre base client qui est actionnaire. Ouais. On est presque en train de créer une mutuelle sans le savoir, sans le vouloir, quoi. Et on l'a évoqué aussi aujourd'hui, vous êtes une 50aine de collaborateurs, donc basés à Lyon. Vous êtes tous dans un bureau, vous bossez en remote, comment ça marche? Ouais, on est à peu près, on est tous au bureau. Il y a quelques cas de remote, mais sinon, en gros, nous on a 3 grosses équipes. L'équipe tech, on est un produit digital, on n'a pas des points de friction, il faut que ça soit fluide. L'équipe des opérations, je te dis, on a à peu près 25 conseillers qui sont là pour accompagner les utilisateurs dans leur démarche, et l'équipe marketing. Et en fait, il y a besoin que vraiment ce trio puissent travailler ensemble. Donc, ils sont dans un grand open space, tous ensemble, à Lyon. D'accord. Et tu parles notamment de conseillers. Comment ça marche? Imaginons, comme je t'ai dit, je suis allé hier également rapidement, puis ce matin sur le site. Donc, tu te balades, ça a l'air hyper simple. Tu remplis des montants, tu remplis une durée, tu cliques sur petit, moyen, grand. Ouais. Tu as une prédictibilité. En plus, vous évoquez net d'impôts, net de frais. Ouais. Donc, tout de suite, la personne, net de tout, comme ça, la personne, elle peut vraiment se projeter. Je ne suis pas allé jusqu'à cliquer derrière, parce qu'en plus, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, mais je n'ai pas un passeport français, donc j'ai plein d'avantages liés à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est à quel moment le côté conseil entre en compte? Ouais, donc là, ce que tu décris, c'est un peu la phase de simulation. Oui. Donc, il y a une phase de simulation. Ensuite, il y a une phase un peu de découverte de ton profil, qui est en fait une contrainte réglementaire, où il y a une vingtaine de questions. C'est malheureusement assez classique dans notre industrie, mais on n'a pas le choix que de passer par là pour s'assurer que on sait si tu as déjà investi ou pas, pourquoi tu as investi, est-ce que tu veux investir dans des produits de l'environnement ou pas forcément. Tu vois. Donc, il y a cette phase de découverte, une vingtaine de questions, 6-7 minutes. Et ensuite, il y a la restitution de ton conseil. Donc, nous, ça se fait sous format de vidéo. Donc, en gros, si tu fais ça, tu vas recevoir une vidéo d'environ 5 minutes, personnalisée sur ta situation, en disant « Salut Alec, j'ai vu que tu avais 5 000 € à placer, que tu aimes bien l'IA, la tech, et que tu veux générer des revenus réguliers. Du coup, je propose d'aller sur ce portefeuille qui fonctionne de cette manière et de compléter avec 20% de ce portefeuille. » Voilà. Donc, en gros, on te fait une restitution par vidéo. Et à la suite de cette vidéo, on te propose
soit de continuer tout seul, soit d'être accompagné par un conseiller qui, lui, peut revenir plus en détail parce que potentiellement, ce que tu as mis dans le questionnaire, il y a plus de complexité à connaître, plus de spécificité, donc pour personnaliser. Tu vois. Donc aujourd'hui, on a 60% d'utilisateurs qui vont tout seuls, en self-care, et 40% qui ont besoin de cette équipe de conseil, qui disent non, mais moi, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de m'assurer qu'il y a un humain derrière, donc je veux échanger avec vous, ou j'ai une situation un peu particulière parce que j'ai eu un héritage, mais dans 2 ans, je veux m'acheter ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Donc, l'équipe conseil sert vraiment au cas un peu plus spécifique, mais elle est accessible à tous. C'est-à-dire que moi, je veille vraiment, et d'ailleurs on le marque en gros sur le site, que c'est pas parce que tu as 300 € que tu n'auras pas accès à l'équipe conseil. Il n'y a pas de filtre, de critères en fonction de ta connaissance, ton patrimoine ou le montant que tu veux investir. Très clair. Cette vidéo de 5 minutes, donc, elle est faite par un des conseillers, un vrai humain, qui va analyser mon dossier et directement me partager. Ouais, en gros, au début, et d'ailleurs je regardais ce qu'on faisait encore en 2019-2020, au début, chaque conseiller s'enregistrait sur son ordinateur et faisait vraiment quelque chose d'ultra personnalisé pendant 5 minutes. Quand la boîte s'est beaucoup développée et qu'on fait 300, 400 inscrits par jour, les conseillers devenaient vraiment fous de répéter le script, faire 20 vidéos dans la journée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner tous nos conseillers environ une 50aine de séquences, entre 10 et 30 secondes. Et en fonction de ton allocation, de ce que nous dit l'algorithme, on va concaténer certaines de ces 50 petites vidéos pour te faire une vidéo qui convient à tes besoins, donc qui est personnalisée, mais qui n'est pas réenregistrée le matin même. Mais toi, si tu le fais, le texte, c'est bien tes montants et la voix, tu verras que ça s'adapte à tes objectifs et aux produits qu'on te proposera. D'accord. C'est de l'optimisation pour donner la perception que tu es un humain, sans que nous, j'ai des problèmes RH avec des gars qui pètent des câbles parce que Bien sûr. C'est psychologiquement trop dur. Et même d'un point de vue rentabilité. Même d'un point de vue rentabilité. Donc standardisation, automatisation, Exactement. peut-être même un peu d'IA pour améliorer les process, ou c'est un sujet, j'imagine, extrêmement, extrêmement intéressant. Et du coup, un autre point, c'est que tu évoquais, peu importe si tu as 300 € ou 300 000 € à placer, tu auras le même type de conseil et surtout la même attention qui sera portée à ton dossier. Cette volonté de rendre accessible l'information et la bonne information à tous, peu importe le patrimoine et l'épargne dont on dispose, d'où elle te vient? Qu'est-ce qui nourrit cette envie de contribuer de cette façon à ce marché et rendre ça accessible? Il y a plusieurs... déjà, je pense qu'il y a une vraie opportunité de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont moins de 10 000 € à placer, j'estime qu'ils sont délaissés parce que la banque ne les considère pas, ils ne sont plus à potentiel et tout. Donc je me dis, malgré toute la pression que je peux avoir de mes actionnaires ou des financiers pour acheter les plus gros tickets, parce que c'est comme ça que si tu vas chercher des gars qui mettent 100, 200, 300 000 €, j'atteindrai mon milliard plus rapidement qu'à coût de 300 €. Mais j'estime qu'en termes de mission, de ce que j'ai dans les tripes, de ce que moi, l'impact que je veux laisser dans ce secteur, mais aussi en termes de différenciation par rapport à la concurrence, il faut vraiment réussir à s'astreindre d'être les spécialistes nous on dit, on se met un peu sous le radar des 30 000 €, les 0,30 000 €. Les gars, vous allez vraiment avoir un service de très haute qualité fait pour vous. Et d'ailleurs, on vient de faire un gros rebrand 7 ans après le lancement et on a décidé de garder le nom Mon Petit Placement, même s'il est parfois décrié parce qu'on nous attaque beaucoup sur le petit, parce que je pense qu'il illustre bien, il nous engage. En fait, tu ne peux pas t'appeler Mon Petit Placement et dire les gars qui mettent 300 €, vous allez avoir un robot, et ceux qui ont 10 000 €, vous avez un humain qui vous conseille. Donc il nous oblige, il nous engage à faire perdurer la mission. Parce que on peut aller sur la notion de sens, mais je pense que comme toute personne en 2024, et d'autant plus comme tout entrepreneur, tu as envie que quand tu te lèves le matin, indépendamment de la réussite financière, ce que tu fais ait du sens. Et en tout cas, moi, je trouve du sens dans cet angle-là, qui est de dire, je permets à des gens qui sont délaissés, qui n'ont pas accès à la liberté financière, de leur donner accès à cette liberté, de les accompagner. Et il y a un truc qui est très valorisant pour nous, c'est que le fait que les gens se sentent considérés, ils te remercient vraiment fortement. Quelqu'un qui est à 2 000 €, qui est prof, qui a 50 ans, qui n'a jamais été considéré par sa banque, et toi tu vas passer 25 minutes au téléphone avec elle pour lui expliquer les fonctionnements, les mécanismes, et elle se dit
à la fin du coup, là, en fait, je commence à comprendre un peu ce secteur qu'on dit opaque et complexe. Bah, c'est valorisant pour elle, valorisant pour nous, tu vois, donc voilà. Tu évoques le fait que vous avez été beaucoup attaqué sur le mot petit. Tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments. J'ai un exemple, une anecdote qui m'a pas mal marqué, c'est qu'à un moment, on pitchait la BNP Paribas, et dans l'ascenseur, je me retrouve avec une des directrices générales des particuliers de la BNP, et je dis, je m'appelle mon petit... Donc je pitch vraiment elevator pitch, cliché, tu vois, je pitch le truc, et elle dit, mais pourquoi petit, c'est pas très valorisant, blabla, et peut-être que moi, les 1000 euros pour moi, c'est pas un petit placement. Et donc j'essaye de l'expliquer que moi, c'était le petit de mon petit garçon. Tu vois, tu veux mettre de la confiance, montrer que tu vas être bienveillant. C'est ce petit-là et pas le petit de forcément, enfin pas exclusivement du montant. Mais très vite, les gens qui ne sont pas dans la cible, donc souvent les gens qui ont plus d'argent, trouvent que le petit est réducteur. Mais ceux qui sont dans la cible se disent, ok, enfin se sentent visés, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu décrié. Mais moi, je suis assez... Enfin, j'aime bien être un peu en contrarian, tu vois. Si tu vas toujours dans la même direction que tous les autres poissons, bah, c'est dur de créer un peu sa spécificité. Donc voilà, on est attaqué sur... c'est dévalorisant, c'est pas forcément petit pour une personne. Et d'un point de vue business, pour vous fermez trop de portes en vous appelant mon petit placement, alors que votre offre pourrait être accessible à des gros tickets, pourquoi vous dites pas? Effectivement, on doit s'en fermer quelques-unes, mais on a encore eu récemment quelqu'un qui a mis 600 000 euros, tu vois. Et du coup, on voit bien que les gens comprennent que c'est un positionnement marketing, que c'est une offre qui se veut, que le nom montre que c'est simple, que c'est concret, et que c'est pas réservé qu'aux petits, c'est à tous, quoi. D'autant plus que si quelqu'un dépose 600 000 euros, c'est quelqu'un qui aurait accès aussi à Bien sûr. d'autres types de placements, à d'autres types de conseils, et qui pourtant considère les produits que vous proposez comme quelque chose d'extrêmement intéressant et attrayant. Et ça vient valider la thèse de on prend les produits Ouais. des grands, entre guillemets, si je peux me permettre, et on les rend accessibles au plus grand nombre, et même donc aux petits placements. Mais d'ailleurs, la vraie démocratisation, c'est ça. Ouais. C'est pas juste les petits, c'est tous. Et c'est ça notre enjeu. Parce que pour que tu aies une offre de qualité, il faut bien qu'elle plaise à des mecs qui mettent 1000 comme à des mecs qui mettent 100 000 euros. C'est valorisant pour ceux qui ont mis 1000 euros de savoir qu'ils ont accès à la même offre que ceux qui ont mis 100 000. Donc nous, on fait très attention quand parfois on est présenté par des journalistes ou dans les médias comme la boîte pour les petits placements. Non. On veut démocratiser. Et démocratiser, c'est que ça soit aux petits et aux grands. Justement, là c'est plus sous mon œil marketing que je te pose cette question. Quand on veut s'adresser à tout le monde, parfois on s'adresse à personne. Ouais. Comment on fait justement pour réussir à cibler les bonnes personnes tout en voulant démocratiser en se disant bah, tout le monde peut être mon client? Ça, c'est une vraie bonne question parce que je pense qu'on a fait cette erreur de nous, on prétendait être mass market. Tu vois, et en fait, quand tu es mass market, tu parles à personne. Donc, on a essayé de trouver un peu à l'intérieur de ce tout le monde qui c'était. Donc, nous, on est tombé sur deux types de personas, tu vois. Plutôt les jeunes actifs un peu CSP+, 25-35, sortie d'école, je travaille en cabinet de conseil, et là, je viens chercher un peu l'usage digital, mais donc tu vois, on restreint un petit peu plus. Et la deuxième, c'est plutôt des CSP intermédiaires. Donc je te l'ai dit, il y en a beaucoup de profs, on a beaucoup de militaires, gendarmes, professions libérales type infirmiers, tu vois, et qui sont souvent un peu plus âgés, ceux-là, 40, 45, 50 ans, et donc ils sont plus jeunes à potentiel et point de vue de la banque, et ils n'ont pas 50 000 euros de côté, donc ils ne sont pas dans la partie gestion de patrimoine, tu vois. Donc ils sont un peu délaissés. Donc, tu vois, on a essayé de refocus sur ces deux cibles-là, mais en fait, quand tu prends cette cible à des CSP intermédiaires, tu parles à 70% des Français, tu vois. Donc, au moins, on arrête de dire qu'on parle à tout le monde, on parle à cette population-là qui est un peu délaissée, mais qui, en volume, est vraiment une part significative de la population française, tu vois. Au-delà de la partie donc cible, avatar, persona que tu viens d'évoquer, la partie offre également, elle est capitale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le choix stratégique justement d'avoir 3 offres? Tu as évoqué pourquoi vous avez créé la première, que vous avez appelée petite, qui du coup permet de minimiser le risque et de garantir le capital pour ceux qui veulent faire leur premier pas dans l'investissement. Mais pourquoi avoir choisi 3 offres et celle-ci en particulier? Comment ça marche? En gros, l'intention initiale, c'est de se dire,
on fait souvent face à des gens qui ne sont pas initiés, qui ont plein de raisons de ne pas faire, et du coup, notre job, c'est d'ultra simplifier la démarche. Tu vois, si tu vas sur un Boursorama, tu as 10 000 produits, nous, il y en a 3, petits, moyens, forts. Tu vois. Donc, l'objectif, ça a été Enfin, l'accessibilité, c'est pas juste permettre d'investir des 300 €. C'est rendre accessible en termes de compréhension, avec un bon vocabulaire, avec une offre qui est lisible par tous. Tu vois. Enfin, tu peux ne rien comprendre à la finance et pouvoir choisir entre petit, moyen ou fort, déjà. Donc, effectivement, l'idée initiale, c'est celle-là, c'est de faire très simple. Et après, on a quand même beaucoup travaillé le packaging des offres. Donc, le moyen et le grand. Le moyen s'appelle ambitieux et le grand s'appelle intrépide. Tu vois. On a essayé de se défaire ça peut paraître un détail, mais on a essayé de se défaire de la terminologie des profils dans les banques, tu sais, où c'est prudent, équilibré, dynamique. Nous, on a essayé de faire en sorte que le packaging de produits dise le comportement à avoir. Genre intrépide, même si tu n'es pas expert financier, tu sais que ça va être des montagnes russes, quoi. Tu vois. Et donc, il y a tout un travail de faire en sorte que l'offre, bien sûr, elle doit être performante, parce que notre rémunération en dépend, mais elle doit être, d'un point de vue marketing, très lisible, simple et parler à une cible néophyte, quoi. Donc, effectivement, le travail de l'offre, on n'a pas parlé, mais est central. Un autre point peut-être que vous avez comme objection lorsque vous avez des gens au téléphone, etc., c'est ouais, mais combien d'années vous avez de recul sur ce type de produit? Comment tu contres cette objection, et est-ce que le fait d'être adossé à des produits déjà existants vous permet de capitaliser sur l'expérience passée, bien que les résultats passés ne prédisent en aucun cas les résultats futurs? Mais comment vous gérez ce type d'objection? Est-ce qu'il y a d'autres objections que vous devez gérer? Parce que finalement, ces conseillers ont aussi, j'imagine, une casquette presque commerciale Ouais, bien sûr. derrière. Ouais, ils sont d'ailleurs sur un entre-deux. Ils ont un devoir de conseil avec leur agrément, donc ils peuvent pas vendre n'importe quoi. D'ailleurs, on a été souvent contrôlés, tu vois. Mais effectivement, eux, ils sont rémunérés à la signature du client. Donc, enfin, leur variable dépend de la signature du client. Donc, effectivement, ils ont cet entre-deux. Comment on gère? C'est plus facile maintenant qu'en 2021. En 2021, quand tu n'as qu'un an de track record, effectivement, c'est difficile. Aujourd'hui, on va avoir 5 ans d'historique. Donc, ça commence à être un petit peu significatif, même si, tu vois, idéalement, il faut entre 5 et 8 ans. Et donc, comme tu l'as dit, tu vois, derrière Intrépide, on a 4 fonds derrière, les Rothschild, les Pictet, et eux existent depuis 15, 20, 30 ans. Donc, en gros, on essaie d'avoir notre propre track record pour dire, bah, regardez, d'ailleurs, le régulateur nous a demandé de justifier les rendements qu'on annonce, 8% pour moyen, 12% par an pour le grand, basé sur nos performances passées. Tu vois, donc, on a dû le faire d'un point de vue réglementaire. Et quand il y a des produits qui nécessitent 8 ans d'historique et que nous, on n'a que 5 ans, et bien effectivement, on complète avec quel aurait été l'historique de ce produit si on l'avait pris en 2018-2019, quand on n'existait pas encore, enfin, quand le produit n'était pas live, mais que le fond derrière, lui, existait déjà. Voilà, on arrive à faire des pirouettes, mais c'était plus dur quand tu étais en 2021, où là, tu avais peu de track record et c'est difficile de justifier. Quoi. Complètement, complètement. Je reviens sur l'équipe. Vous êtes une cinquantaine, tu évoquais 3 pôles. La majorité, c'est sur la partie conseil. Ouais. C'est toi qui recrutes toutes ces personnes? Alors moi, un conseil qu'on m'a donné, et je ne sais pas si tu le partages ou pas, mais ça a été de faire 100% des entretiens, même quand on sera 100 personnes, même sur les stagiaires. Donc maintenant, c'est les managers de pôle qui font les recrutements. En revanche, effectivement, je suis toujours le dernier entretien de tous les recrutements. Pour pas mal de raisons, mais en particulier pour le sujet du fit. Tu vois, c'est quelque chose où, après 7 ans d'expérience, tu sais assez vite jauger si la personne va fitter dans la culture de l'entreprise et si tu as envie au quotidien d'être avec elle. Donc, voilà, donc les équipes en amont font la partie un peu plus expertise métier, et moi je fais l'aspect fit. Donc je suis plus opérationnel sur la partie recrutement, mais par contre je peux donner un veto si jamais je sens pas la personne. C'est arrivé très récemment, ce qui énerve un peu les équipes parce que je suis censé être en haut de la pyramide, tu vois. Et donc, s'il arrive, c'est que il a été bien filtré, mais ça arrive parfois que je puisse refuser certains candidats. Comment fonctionne ton processus de recrutement aujourd'hui? Parce que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est une vraie difficulté. On ne l'apprend pas, malheureusement. On l'apprend souvent à nos dépens, en faisant beaucoup d'erreurs. J'imagine que tu as pu accumuler une expérience en recrutant. Au tout, tu m'as dit tout à l'heure, vous étiez environ 60-65.
Maintenant, vous êtes une cinquantaine. Il y a eu peut-être du turnover. Donc c'est Exactement, peut-être une centaine qui a été Plus de recrutée. 100, ouais. Tu es dans tous les entretiens, donc tu as dû faire plusieurs centaines d'entretiens potentiellement. Donc tu accumules une certaine expérience au travers de tout ça. Qui plus est, c'est ta boîte, ton bébé depuis le premier jour. Tu as des enjeux importants parce que tu as des levées, mais tu dois aller chercher de la performance pour pouvoir être rentable le plus rapidement possible. Quelles sont les leçons que tu pourrais nous partager à ce sujet? Alors, les quelques leçons, bon, c'est du classique, hein, mais je pense que c'est bien de les répéter. C'est que, en tout cas, dans nos métiers qui sont un peu spécifiques, tu vois, où on essaie de créer une manière de faire l'investissement de manière un petit peu différente, nous, on a la conviction qu'on saura former les gens. Donc, ce qu'on garde à 80%, c'est le savoir-être plus que le savoir-faire. Et ça permet d'éviter de chercher des moutons à 5 pattes. Tu vois, nous, on sait le gros focus. Donc, les mises en situation sont surtout sur le savoir-être que le savoir-faire, parce qu'on pense qu'on saura former le gars. Donc, ça, c'est... En fait, le jour où j'ai compris ça, ça a permis d'être beaucoup plus pertinent dans les choix des candidats. Tu vois, donc, ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que je me suis beaucoup posé la question de l'intuition versus tu vois, la théorisation. En gros, comment tu peux limiter les erreurs, parce que mécaniquement, enfin, tu l'as dit, on a fait pas mal d'erreurs. Je crois qu'il y a à peu près 150 personnes avec les stagiaires qui sont passés par Multiplacement. Donc, tu vois, il y a eu du passage. Et ma conviction du moment, c'est que il faut accepter d'avoir encore 20% d'intuition. Tu vois. Moi, je suis sur un 80. Donc, on essaie de déminer. Mais il y a un moment où on s'arrête et on accepte qu'il y a un peu de feeling en disant « Ok, lui, on le sent. » On sait pas. Ce qui fait que tu fais des erreurs, mais c'est ce qui fait que tes process finissent un jour. Sinon, tu vois, le truc, il te faut 5 entretiens, des cases et tout. Et t'en finis plus, quoi. Ok. Un autre point, c'est au niveau de la croissance de l'entreprise. Vous avez une belle croissance qui est exponentielle, d'autant plus que le système est même créé de cette façon-là, avec les recommandations, etc. Comment tu fais pour absorber cette croissance et gérer cette croissance? Est-ce que tu te formes continuellement pour monter toi aussi en compétences et faire en sorte que l'homme qui est derrière la boîte croit au moins aussi rapidement que la boîte en elle-même et en capacité de gérer les problématiques à laquelle tu fais face et tu vas faire face? Ça, on n'en parle pas assez souvent. Ouais. On est souvent concentré sur la croissance de la boîte, pas sur la croissance des gens qui constituent la boîte, alors que c'est capital. Capital. Et moi, une graine qu'on m'a mis, mais il y a très longtemps, il y a 5-6 ans, tu vois, c'est que la courbe de croissance d'un humain, elle va être linéaire, alors que la courbe de croissance d'une boîte, on espère, en tout cas, elle va souvent être exponentielle. Et donc, il y a un moment où, en fait, ta courbe linéaire, la boîte va aller plus vite que toi. Et du coup, comment tu contres ça? Est-ce que toi, tu arrives à avoir une courbe d'apprentissage exponentielle, ce qui est assez rare? Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est m'acheter l'expertise pour suivre l'exponentielle sans forcément, moi, l'avoir. Tu vois. Que ce soit en interne, en recrutant des profils de plus en plus seniors, ou en externe, en me faisant coacher par des personnes sur des éléments que je ne maîtrise pas. Mais effectivement, c'est un gros sujet d'avoir la lucidité, de savoir que ta boîte se développera plus vite que toi à titre perso, donc comment tu manages ça, quoi. D'autant plus quand tu as une vision à vouloir aider un maximum de personnes sur un marché. Ouais. Si on devait vous souhaiter le meilleur sur les années à venir, c'est quoi la vision de Multiplacement sur 5 ans, sur 10 ans? Nous, le gros enjeu, c'est de réussir à faire bouger les lignes. Tu vois, plus que les chiffres, en fait, maintenant, cette partie un peu mettre une machine financière en place, je pense que le truc est lancé, mais la vision que j'ai, c'est est-ce que je veux créer un gros cabinet en gestion de patrimoine, tu vois, ou est-ce que je veux changer un peu le paradigme de l'épargne en France, tu vois. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est plutôt la partie 2. Et comment ça se mesure? C'est pour moi le nombre de personnes qui auront franchi le pas de Multiplacement. Parce que j'estime qu'une fois que tu as franchi le pas, même si tu ne restes pas chez nous à Advintam, eh ben c'est que ça y est, le tabou de l'argent, le tabou de l'investissement, il sera derrière toi et tu vas rentrer dans cette logique d'investissement, de faire fructifier ton épargne, ce qui est, et je reviens à mon exemple tout à l'heure, très important parce que c'est comme ça que tu acquiers de la liberté financière et que tu peux préparer ta vie et ta retraite plus sereinement, tu vois. Donc voilà, et donc moi j'ai ce petit chiffre des 100 000 utilisateurs, tu vois. x4.
Ouais, x4. Après, tu as un bon effet exponentiel, donc j'y crois pas mal. Mais à partir de là, je me dis déjà, on aura, sachant que nous, on a 60% de nos clients qui avaient qu'un livret A avant. Donc, qui n'étaient vraiment pas des investisseurs, ils étaient des épargnants. On les a fait passer investisseurs. Donc, je me dis, si on a 100 000, bah, ça commence à être pas mal de gens aidés, tu vois. Il y a un vrai système d'éducation derrière et autres. Ouais. Comment vous faites pour amplifier ce côté je deviens ambassadeur et je recommande C'est une bonne question. On a essayé beaucoup d'angles, tu vois, des offres un peu plus alléchantes, mettre plus en avant le système de parrainage. Et en fait, il faut il faut accepter que ce soit du temps long, ce sujet de recommandation. Donc nous, on voit que là où ça marche bien, c'est quand on a une interaction avec un utilisateur. En fait, dès qu'on a une interaction, que ce soit au téléphone ou sur le chat, c'est les personnes qui vont être beaucoup plus aptes à recommander. Donc, le meilleur moyen d'augmenter ça, c'est d'augmenter le nombre d'interactions clients de bonne qualité pour qu'ils disent « Ok, j'ai confiance, je les aime bien et je recommande ». C'est ça le truc. Aujourd'hui, toi, en tant que fondateur, ton focus, c'est quoi? C'est un focus produit, c'est un focus marketing, c'est un focus croissance, non, c'est une bonne question parce que je suis en pleine évolution. Moi, j'ai souvent été celui qui comble les trous. On a mis du temps à côté une directrice marketing, donc j'ai souvent fait un petit peu ça. Au début, j'étais sur la partie produit financier. J'ai pas mal aidé sur la partie produit digital. Donc, j'ai l'impression que ça fait 7 ans que je suis bouche-trou. Et là, maintenant, on a une équipe où tous les domaines d'expertise sont à peu près mappés, tu vois. Et donc, mon focus du moment, c'est l'innovation. C'est de dire, en fait, c'est facile de s'embourber, tu vois, et de rester un petit peu avec une croissance, mais avec un produit qui n'évolue pas énormément. Et donc, moi, mon sujet, c'est comment je fais ce que nous on appelle en interne du build, comment je prends un temps d'avance et je tire toutes les équipes pour qu'on ne fasse pas que du run, du quotidien, mais qu'on construise un peu l'avenir, quoi. Très clair. Un point qui est intéressant, tu parles d'innovation notamment, c'est comme ça qu'on se différencie souvent dans un marché. Tu es dans un marché qui est très concurrentiel, on est sur un océan rouge complet. Comment on fait pour se différencier dans un marché aussi concurrentiel, aussi établi, depuis des dizaines, des centaines d'années, etc., avec des acteurs qui sont omniprésents, qui sont énormes, qui ont des budgets quasiment illimités? On a peut-être beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont une idée, qui ont envie de pénétrer un marché, mais qui se disent que c'est quasiment impossible parce qu'il y a des acteurs tellement bien implémentés, tellement bien établis, que ça va être très complexe. Dans ton cas, je pense que ces questions, tu te les as posées. Ouais. Comment tu fais? Ou en tout cas, on me l'a dit souvent. Enfin, moi, je me souviens en 2007-2008 où on me disait 100 fois, mais attends, mais des acteurs dans l'épargne digitale, il y en a déjà 50, qu'est-ce que tu as pour de différents? Et nous, donc c'est vraiment une question du quotidien, tu vois, parce que tu as besoin d'avoir un peu de différenciation, sinon c'est très compliqué dans un environnement concurrentiel de sortir du lot. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que comme les produits sont à peu près les mêmes, tu vois, d'un acteur sur l'autre, tu as un peu le modèle économique qui nous différencie, mais le vrai élément de différenciation, c'est le style. En gros, on s'est dit que la technique, on est contraint, parce que de toute façon, on n'est pas une banque, on doit travailler avec des banques, et donc ça va être la surcouche qu'on va mettre au-dessus, qui va être l'élément différenciant. Donc pour donner quelques exemples, c'est comment on arrive à être un peu plus frais, un peu plus léger, avoir un ton sympa pour aller se différencier comme ça. Tu vois. Donc, quelques exemples. La vidéo de conseil que je t'ai donnée, c'est pas un truc anodin, mais aujourd'hui, la majorité des acteurs, ils te font un PDF qui va te donner la même information. Et nous, on s'est dit, OK, on va faire une vidéo, c'est déjà plus sympa. Si tu regardes nos mails pédagogiques, on essaye toujours de faire le parallèle entre quelque chose que tu vois dans la vie de tous les jours et l'investissement. Je te donne un exemple plus explicite. Pour montrer que les émotions sont souvent ton pire ennemi en matière d'investissement, l'exemple qu'on prend souvent, c'est de dire, si tu vas au supermarché, qu'il est midi, que tu n'as pas encore déjeuné, c'est ton ventre qui va parler, donc tu vas vraisemblablement acheter des choses que tu n'aurais pas achetées à 14h après ton déj. Tu vas acheter des chips, des trucs comme ça. Et ben c'est pareil en investissement. Si tu veux absolument, si tu es cupi, tu veux absolument faire de l'argent, tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vois. Donc le deuxième élément de ce style, c'est prendre des exemples concrets de la vie de tous les jours pour te rendre le truc un peu plus frais, simple, accessible. Et après, nous, dans notre com, tu vois, on a fait toujours pour illustrer une communication dans le métro qui illustre bien un peu le ton de mon petit placement qui était libérer
des livrets, enfin des livrets, tu vois, livrets A, mais allusion à la chanson « Libérer des livrets », tu vois, du dessin animé, qui montre que, alors ça peut être un élément différenciant un peu intangible, le style, mais nous, quand tu es dans un environnement avec tellement de concurrents, on a dit que les produits, c'était trop compliqué, et du coup, le style est pour nous l'angle de se faire remarquer un peu différemment, quoi. Donc finalement, c'est vraiment focus expérience utilisateur, proximité, et rendre accessible un maximum l'information Exactement. et nurturer. Et ne surtout pas vouloir que ce soit mon schéma de flux qui soit mon élément différenciant dans cette concurrentiel, tu vois. Ouais. Mais bon, Alors qu'à l'époque, c'était le grand focus. Exactement. Si j'étais face à toi et que j'ai jamais investi, j'y connais absolument rien à l'investissement, et que je te dis, Thomas, quels sont tes meilleurs conseils pour me permettre de faire les premiers pas dans le monde de l'investissement, quels seraient tes conseils? Ce que je te dirais, c'est commence maintenant. C'est pas une question de montant, c'est pas une question d'expertise, c'est pas une question de temps. Je peux te donner plein de noms de plateformes qui te permettront de le faire, mais commence aujourd'hui, même petit. Deuxième élément, c'est investir régulièrement, parce que, on l'a dit, il y a une puissance de dingue d'avoir cet effet composé, cet effet boule de neige, d'investir régulièrement. Donc, joue le jeu, même si parfois tu as des difficultés de trésorerie, et que tu passes de 100 € à 50 € par mois, essaye de toujours investir régulièrement, parce que ça peut vraiment faire des sommes non négligeables, hein. Pour te donner un exemple, si tu mets 60 €, tu mets 60 € par mois à 25 ans, à tes 60 ans, tu auras 100 000 € de côté, tu vois. Donc vraiment, commence tout de suite, investis régulièrement, soit sur des horizons longs. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure n'a de sens que si tu raisonnes à 4, 5, 6, 8, 9 ans. Ça ne veut pas dire que ton argent est bloqué, mais ça veut dire que la magie que je mets en avant, et c'est pas de la magie, hein, c'est du concret, mais ne prend sens que sur du long terme. Donc n'espère pas faire x2 ou x3 en un an. Tu vas te casser les dents. Voilà un peu quelques conseils qu'on donne régulièrement. Et je pourrais en donner un quatrième qui est gère tes émotions. C'est-à-dire que les 3 points que je dis, ils sont théoriquement très, très beaux, très simples à appliquer, mais tu vas te prendre un Covid, tu vas te prendre une guerre en Ukraine. Il y aura forcément des éléments qui vont se passer. Le budget n'est pas voté en France. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer en Suisse, mais tu vois. Et donc, il va y avoir des imprévus. Et toi, ton job, c'est de garder le cap. Et si tu gardes le cap, que tu as le bon comportement, tu n'as pas besoin d'être expert. Et tu arriveras à avoir un bon patrimoine après. Tu sais, dans l'entrepreneuriat comme dans l'investissement, il y a souvent ce phénomène où les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils sont capables à faire à court terme, mais sous-estimer ce qu'ils sont capables à faire à long terme. Pour illustrer encore plus ce schéma que tu as indirectement évoqué avec ton point numéro 3 là, que tu viens de nous partager, qu'est-ce que tu dirais à propos de ça pour faire vraiment prendre conscience aux gens de l'importance de le faire maintenant, de le faire progressivement, avec les moyens dont ils disposent, et de l'intégrer finalement dans une sorte d'habitude de routine, parce que tu parlais par exemple de cet exemple, tu as donné 2 exemples, celui à 50 € par mois, celui à 60 € par mois par exemple. Je pense effectivement que c'est accessible à quasi tout le monde de pouvoir placer une telle somme, ne serait-ce quand on voit combien coûte un iPhone. On change de téléphone en moyenne tous les 2 ans, voire certains même tous les ans. Tu le décomposes, tu le divises par 24, ça fait plus ou moins cette somme, voire même au-delà. Donc si on est capable de dépenser cet argent, on peut aussi l'investir si on prend conscience. Et je pense que c'est pas forcément une question de connaissance, de compétence, mais plus une question de niveau de conscience quant à l'importance que ça a et l'impact que ça peut avoir. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est prise de conscience et ensuite comportement. Mais les plateformes, les produits... Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est accessible, tu vois. Donc, faut plus se poser la question de c'est quoi le bon produit et tout. C'est juste quel comportement. Un dernier exemple chiffré, et j'espère que je ne perds pas tes auditeurs avec ça, mais qui illustre bien l'importance de démarrer tôt. Si je reprends mon exemple de tu veux avoir 100 000 € à 60 ans, et ben en fonction de quand tu vas démarrer, tu vas avoir l'écart de somme qu'il faut mettre par mois. Donc je le dis, si tu commences à 25 ans, c'est 60 € par mois qu'il faut mettre. Si tu commences à 35 ans, c'est 140 € par mois. Donc déjà, tu as un petit effet. Si tu commences à 45 ans, tu es à 350 € par mois qu'il faut mettre pour atteindre ces 100 000 € à 60 ans. Et je n'ai même pas fait l'exemple à 55 ans, mais tu es sur plusieurs milliers par mois pour atteindre les 100 000 € à 60 ans. Donc tu vois bien, par cet exemple, qu'en fait, c'est qu'une question presque une question de temps, quoi.
Et tu pourras rattraper un petit peu si tu as commencé un peu trop tard, il faudra que tu mettes un peu plus par mois. Donc il est jamais trop tard, mais le plus tôt le mieux, quoi. Finalement, le temps est ton meilleur allié. Ouais, exactement. Un autre point, c'est que tu évoquais le fait qu'il y a plein de plateformes qui permettent de faire des investissements, qui veulent démocratiser l'investissement. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations. Ça pousse parfois certains à la désinformation, d'une part. Parfois également, ces informations ne sont pas forcément des plus pertinentes, voire même honnêtes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Comment dissocier le vrai du faux dans un marché où on est en surinformation, en désinformation? Parfois, certains acteurs peu scrupuleux, non régulés ou dans d'autres pays vont faire des promesses qui sont super alléchantes, mais qui ne vont pas forcément aboutir et qui vont mener à la perte de certains investisseurs, notamment lorsque c'est leurs premiers investissements, et qui vont ensuite les dégoûter complètement de l'investissement. Donc, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais j'en déduis qu'au travers de ces valeurs et cette envie de démocratiser l'investissement, il y a aussi une envie de lutter, de véhiculer un bon message pour permettre à tout à chacun de disposer d'outils qui ne les mettent pas en danger. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence à se dire au travers de cette vidéo potentiellement « Ah ouais, l'investissement, il faut que je m'y intéresse, mais attention, voici des outils, voici des armes pour éviter de prendre les mauvaises décisions ». Ouais. Donc, c'est vraiment une bonne question parce que moi, pour être bien dans le milieu, je vois à quel point tu as de l'information de partout. C'est la jungle, quoi. Donc déjà, il faut fuir les fausses promesses. C'est-à-dire que quand vous avez des promesses d'un produit qui ne peut jamais perdre et qui va gagner 10%, pas possible. Ça n'existe pas. C'est qu'il y a un truc à creuser. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours dans les fausses promesses, c'est les rendements trop importants. Quand on parle, je ne parle pas d'investissement immobilier, je parle que d'investissement sur les marchés financiers, donc hors crypto-monnaie. On peut espérer, pour un très bon investissement, faire entre 8 et 10% par an. Si quelqu'un vous promet du 20%, pareil. Il faut creuser, il faut se poser des questions, ça peut paraître louche. Donc voilà déjà les deux clés. Sans risque, on peut aller chercher du 3-4 max. Avec risque, 8-10. Donc méfiez-vous si vous avez des trucs trop alléchants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est assez basique, mais en tout cas, nous, dans notre univers, ça fonctionne bien, c'est les avis. Parce que on est tellement... c'est tellement facile maintenant de mettre des avis, de critiquer, de faire des retours que c'est quand même bien au service du consommateur, je trouve. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a 4,8 n'a pas acheté quelques avis et c'est pas surestimé, mais en tout cas, un arnaqueur n'aura jamais 500 avis sur Google de bonne qualité qui ont l'air des avis qui ne sont pas écrits en russe, tu vois, par un robot, quoi. Donc, c'est basique, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, je le fais sur des plateformes que je ne connais pas et que je vois. Je regarde très vite, est-ce qu'il a des avis Google, un nombre important, oui ou non. Et on voit très bien si c'est quelqu'un qui a juste fait une pub sur Instagram d'un truc qui n'existe pas, ou si derrière, il y a pignon sur rue, quoi. Et après, si vraiment on est amené à se lancer, tous ces acteurs-là doivent avoir des agréments. Mais ce n'est pas des banques. Nous, on a juste des agréments de conseiller, de courtier. Et donc, demander quel agrément la personne a, l'entreprise a, c'est aussi un bon moyen de s'assurer que l'argent n'ira pas dans la nature, quoi. J'imagine du coup que vous avez plein d'avis également avec toutes ces années, tous ces clients, toutes ces personnes même qui sont devenues des ambassadeurs et qui recommandent, vu que, je le rappelle, c'est assez intéressant et moi j'invite beaucoup d'entrepreneurs à mettre en place un système de recommandation dans leur business. Tu évoquais le fait que 40% de votre acquisition, c'est lié à de la recommandation de vos clients. Quel système tu as mis en place pour accumuler des avis ? Je te pose cette question parce que c'est un vrai point de faiblesse de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup d'entreprises, parce que ce n'est pas dans notre nature de demander aux clients « tiens, mets un avis ». Parfois, également, selon le type de produit qu'on a, on n'est pas en contact direct tout le temps avec le client. Donc, est-ce que vous avez mis en place un process ? J'imagine qu'il y a une réflexion derrière qui a été établie pour en accumuler un maximum. Ouais, c'est un gros sujet. Nous, on essaye, je t'ai dit qu'on essayait de générer de l'interaction. Et donc, après chaque interaction à l'oral, on essaie de mettre la petite graine à l'utilisateur. Tu vois. Au début, on faisait un petit peu des campagnes de masse pour récolter de l'avis. Et en fait, tu vois que quand l'avis il est trop demandé, alors que la personne n'a pas forcément quelque chose à dire ou qu'elle pense,
ça se revoit, ça se ressent trop dans la vie. Donc on a arrêté d'essayer de s'acheter des avis, enfin un nombre d'avis important. Ce qu'on fait maintenant, c'est quand il y a l'interaction et quand on estime qu'on a fait notre job, eh ben on dit, OK, est-ce que tu peux juste témoigner de l'expérience utilisateur que tu as vécu avec nous, point barre, quoi. Donc effectivement, c'est un réflexe et une petite partie du variable de nos conseillers est sur ça, pour s'assurer qu'ils aient un nombre d'avis relativement important parmi leur portefeuille de clients. D'accord. Intéressant, tu mets en lumière donc le fait que les collaborateurs qui ont un contact direct avec le client, dans ton cas en l'occurrence les conseillers, ils ont des variables et des KPI à atteindre, d'une part sur les avis, donc finalement indirectement la satisfaction du client, d'autre part sur la conversion, donc le placement, etc. Et comment justement tu as établi ces KPI? Parce que mettre en place des KPI pour chaque collaborateur par rapport à leur performance, qui plus est isolée, et pas en collectif, c'est très important pour les garder motivés. Comment tu les as mis en place? Ouais, c'est vraiment important, sachant qu'il faut réussir à trouver le KPI qui est, sur lequel il a vraiment la main. Tu vois, nous, pour te dire, pour donner un exemple concret, et j'espère que ça pourra aider, au début, on rémunérait juste sur le taux de conversion. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu avais un passage TF1 qui t'amenait plein de leads très qualifiés parce que tu avais le tampon TF1, bah, ils avaient des meilleures variables. Et quand tu avais, je sais pas, un partenaire moins quali qui parlait de multiplacement, eux, ils subissaient ça. Et donc, ça nous a forcé à avoir une réflexion en disant, OK, sur quoi vraiment le commercial enfin le conseiller à la main? Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé un cran plus bas et on est allé par canal. On a dit, OK, on sait qu'aujourd'hui, sur la recommandation, on a à peu près un taux de conversion de 50%. On sait qu'aujourd'hui, sur les pubs Google, on est sur un taux de conversion de 10%. Et du coup, ta rémunération, elle est juste, est-ce que tu es au-dessus de ton benchmark ou est-ce que tu es en dessous? Ce qui fait que même si lui, il a que des leads pourris, en termes de canal de provenance, vu que son taux de transformation cible sur un canal pourri, c'est 5%, et bien même s'il fait que 6%, donc il va faire moins de clients, mais il aura moins de taux de transformation, il va avoir un bon variable. Et du coup, cet exemple, je le donne parce que réussir à faire l'effort de trouver les indicateurs sur lesquels la personne a vraiment la main, c'est important parce que du coup, ils sont plus performants parce qu'ils se battent, quoi. Alors que s'ils disent que je fasse bien mon boulot, pas mon boulot, ça dépend pas de moi, ça dépend des leads qui me sont apportés par le marketing, t'es mort. Intéressant cette notion justement de mettre plus de granularité dans la recherche de l'information et dans la data. Cette réflexion que tu as eue là, tu l'as eu comment? En faisant des erreurs? Ouais, on l'a eu justement avec l'exemple que je t'ai donné, c'est que nous, on voulait que ça soit très sur la conversion. Donc au tout début, c'était nombre de clients. Mais nombre de clients, on a vu que quand il y avait un passage TF1, que tu fais 10 000 clients dans un mois, enfin 10 000 leads dans un mois, bah c'est sûr que mécaniquement, tu fais plus de clients et du coup, les commerciaux étaient plus rémunérés. Donc on s'est dit, OK, on va passer de un nombre de clients à un taux de transfo. Voilà, donc ça, c'était l'étape 1. Et après, taux de transfo, les mois où les leads n'étaient pas bons, et ben du coup, ils avaient un taux de transfo global bas. Et du coup, là, c'est pas nous qui nous sommes rendus compte, c'est du terrain où ils sont venus gueuler en disant, attends, j'ai des mauvaises primes alors que moi, j'y peux rien si vos partenaires sont pas quali, quoi. Donc tu vois, parfois, c'est nous où on se dit, non, là, c'est pas faire, enfin, c'est pas juste, on surpaye. Parfois, c'était eux, ils disent, c'est pas juste, vous nous sous-payez. Et donc, c'est comme ça qu'on a vraiment itéré pour essayer d'avoir quelque chose qui est vraiment juste, quoi. Ce process a pris combien de temps? 3 ans, je dirais. OK. Toi, t'essayes. Le sujet du pay plan, c'est vraiment un truc. Et encore, là, ça se trouve, j'ai l'impression d'avoir trouvé le truc, mais je reviens l'année prochaine et je te dis, mon truc par sous-canal, en fait, c'est trop compliqué, ça marche pas, parce qu'il y a des canaux pas représentatifs, et du coup. Mais ouais, c'est très itératif, très long. Merci Thomas pour tout ce que tu as pu partager dans cet épisode. C'était vraiment intéressant. J'ai une toute dernière question à te poser. Mais avant ça, je vais vous inviter, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous suivent et qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode, à partager cet épisode, à s'abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis, même si tu l'as évoqué, moi je le dis souvent, mettez un avis sur Apple Podcast. C'est hyper important. Partagez-nous vos 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée que vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a des milliers d'avis sur toutes les plateformes. Et merci, parce que grâce à vous, on continue étape par étape à avancer et d'avoir des invités toujours de plus en plus intéressants, inspirants et qui peuvent nous partager énormément de choses et le déclic qui fait toute la différence. Parlant de déclic, justement, Thomas, j'ai une question pour toi. Quel est le déclic qui, dans ton parcours, a fait toute la différence? Ça peut être une anecdote, une situation,
une prise de conscience, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors, mon déclic, j'ai un déclic et j'ai plusieurs anecdotes liées à ce déclic. C'est le jour où j'ai pris conscience que chaque galère était vraiment une opportunité cachée. Premier exemple, nous, je t'ai dit, nos clients, c'est plutôt des petits investisseurs. Inflation en 2022-2023, donc on a eu beaucoup moins de clients parce qu'il y avait beaucoup d'inflation, donc les gens ne plaçaient plus leur argent. Et là, donc c'est vraiment une situation business très compliquée. Et là, on a eu l'idée de lancer un produit qu'on appelle le produit anti-inflation. En fait, qui était un produit qui rémunérait exactement taux d'inflation. Donc en fait, plus l'inflation allait être élevée, plus ce produit allait être rémunérateur. Et du coup, on a fait d'une vraie difficulté business une vraie opportunité parce que c'est le produit qu'on a le plus, un des produits qu'on a le plus vendu, le produit anti-inflation. Tu vois. Donc ça, c'est un premier exemple. Et en fait, quand tu as 1, 2, 3, 4 exemples comme ça, j'en ai un autre, typiquement, on a notre CRM manager qui a fait une grosse boulette. On envoie un rendez-vous à nos clients pour qu'ils fassent un point avec un conseiller tous les 6 mois. Et elle a envoyé un mail aux 25 000 clients d'un coup pour prendre rendez-vous avec leur conseiller. Et donc, tu imagines bien que nous, on était sous l'eau. Et donc, on avait deux choix. Soit on fait un erratum, soit on se dit, non, on en fait une opportunité. Donc, on a demandé à tout le monde de faire des plus gros horaires, travailler le week-end et tout. Et donc, en 2 semaines, on a répondu à toutes les demandes clients, ce qui fait que personne n'a vu que c'était une boulette. Et au contraire, les clients étaient très satisfaits d'avoir de la proactivité de la part de Multiplacement. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai eu ce déclic de me dire, dès que j'ai une situation compliquée, maintenant, je suis persuadé que derrière, il y a une opportunité, je dois juste la trouver. Et des exemples comme ça, j'en ai une quinzaine, tu vois. Donc voilà, ça a été mon déclic et j'encourage tout le monde à l'avoir parce que ça permet de ne plus avoir de moments compliqués. Tout est une opportunité. Merci Thomas. Merci Eric.